m'assois et je suis très calme. Je suis concentré, comme d'habitude. Devant moi, des journaleux, des têtes de nœuds, comme d'habitude. Après un jingle à la con, il me pose une question, comme d'habitude. Elle est nulle, mais faut que je réponde, comme d'habitude. Ils me gonflent, ils me parlent que de Le Pen, ils le font exprès, comme d'habitude. Et puis, du Parti communiste, je commence à bouillir, comme d'habitude. Après, il me parle de Cuba, du Venezuela, comme d'habitude. Voilà. Je vais m'énerver, comme d'habitude. Comme d'habitude, interviewé par des demi-décérébrés. Comme d'habitude, il faut que je rabâche. Comme d'habitude, il faut que je me fâche. Comme d'habitude, tais-toi, elle cabache. Comme d'habitude. Et puis, je m'apaise un peu. Je parle de constituante, comme d'habitude. Le nez dans leurs petits papiers, ils en ont rien à secouer, comme d'habitude. Je les hais, ces petits peigne-cul, je les supporte plus, comme d'habitude. Et là, il me parle de Poutine, comme d'habitude. Comme d'habitude, ils vont me trouver, je vais me lâcher, sortir de moi. Comme d'habitude, ça me fait pas plaisir. Comme d'habitude, il faut se les farcir. Comme d'habitude, je vais les démolir. Comme d'habitude, comme d'habitude, ça va barder. Comme d'habitude, il faut pas me tutoyer. Comme d'habitude, je vais en faire de la purée. Comme d'habitude, comme d'habitude, je vais finir par dire une connerie. Comme d'habitude, évidemment, ça sera repris. Comme d'habitude, par l'AFP. Comme d'habitude. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce tout premier débat de Radio Rameau. Merci à nos invités d'être là présents avec nous. Bonjour Philippe David. Bonjour. Bonjour Nicolas Viviane. Merci. Bonjour à tous. Et bonjour le docteur à l'Ouest. Salut. Bonjour. Alors écoutez, merci d'être là. Ça fait vraiment très on est ici pour parler d'un débat, du premier débat de Radio Rameau. On va parler des médias aujourd'hui en 2020. Donc d'abord, je suis quand même conducteur, déjà un peu expliquer le principe de l'émission, enfin du programme aujourd'hui de ce qu'on va faire. Et ensuite on pourra chacun donc se présenter. Donc en gros, Radio Rameau aujourd'hui, ça va être un programme où on va parler en première partie d'abord de vous. On va parler exactement de vous, ce que vous faites aujourd'hui et en même temps l'actualité, et ensuite on va passer à certaines questions et on va pouvoir ensuite passer aux questions des auditeurs. J'espère qu'ils seront assez nombreuses pour que ça puisse bien animer le débat. Donc n'hésitez pas, juste pour ceux qui nous écoutent, les questions sont en débat Discord, le Rameau libre. N'hésitez pas, si vous voulez vraiment
chat, dans le chat de notre chaîne YouTube. Si vous voulez vraiment poser des questions et participer, alors vous devez venir sur notre Discord. C'est écrit sur notre page YouTube, discord.leramolli.org. Vous venez et vous pouvez poser vos questions dans le salon débat questions. Donc, on va commencer par vous présenter chacun à vous. Bonjour. Un livre. Oui, alors j'ai sorti un livre il y a déjà quelques semaines. Vous m'avez appelé gentiment pour m'inviter et pour parler de mon livre. Alors ce livre s'appelle Mes mots du jour. Il est édité chez Fauve. C'est toutes les chroniques. Alors l'an dernier, dans Les Vraies Voix, j'avais le mot du jour. Cette année, je fais le mot de la semaine, comme je suis à l'antenne du mercredi au dimanche. Et donc, on fait le mot de la semaine le vendredi. On prend un mot tiré de l'actualité que je décortique dans tous les sens. Alors, c'est souvent caustique. Alors, on m'a dit que c'était plutôt drôle. Je crois que vous l'avez lu. Vous pourrez peut-être... Oui, j'ai lu quelques passages. Notamment, je l'ai... Alors, dans l'un des premiers, celui du 3 septembre 2008, le loto et le mot du jour. Alors, je peux lire le passage, Phil David. Ah bah bien sûr. Le loto est le mot du jour aujourd'hui, que tout le monde parle du loto du patrimoine dont les billets sont en vente depuis ce matin. Loto destiné à obtenir des fonds pour restaurer nombre de monuments en péril. Oui, car une partie du patrimoine architectural français est en Berne. Alors, oui. C'est pas mal, c'est un jeu de mots avec Stéphane Bern. Avec Stéphane Bern, exactement. On préférait pour que le budget du ministère de la Culture serve à entretenir le patrimoine plutôt qu'à subventionner des troupes de théâtre qui font des visages aussi intéressant que sur le concept du visage du Fils de Dieu. C'est taquin, comme mot. Ah oui, non, j'ai poussé un coup de gueule sur certains spectacles subventionnés qui étaient d'une grande nullité, mais ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et donc, ce livre, c'est tous mes coups de cœur, mes coups de gueule. Ça dure de quand Il dure de quand Alors, le premier, il date du mois d'août, ça a été ou de début. Oui, c'est ça. Le premier, c'est le 27 août 2018. Et le dernier, c'est le 8 juillet 2019, pardon. 2019. Absolument. Avec les bacheliers qui est quand même assez marrant. Des bacheliers qui est assez marrant quand même. Oui. Aujourd'hui, des jeunes sont passés du stade d'élève de terminale à stade de bachelier, d'autres d'avant d'attendre les épreuves du rattrapage pour suivre les mêmes chemins. Pour le Larousse, un bachelier est un titulaire du baccalauréat. Bachelier de nouveau bachelier qui vient du latin baccalarius. Un baccalauréat étant un chevalier débutant qui, ayant obtenu sa couronne de laurier, lauréat. Ah oui, en plus, on connaît même l'origine du mot. Ah oui, je fais l'étymologie, etc., bien sûr. D'accord, ok. Et donc, je délire là-dessus et j'anime. Donc, je suis à la radio, sur Sud Radio, du mercredi le soir, 17h, 19h le mercredi, le jeudi, 17h, 20h le vendredi et 7h, 10h le samedi, le dimanche. Voilà. D'accord, comme ça, au moins, les gens, ils verront... Ils pourront voir en même temps, ils pourront se connecter, puis ils pourront vous voir voilà, sur Sud Radio. Voilà. Nicolas Vidal, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Alors, vous êtes fondateur du média Putsch. Putsch, c'est un média qui est en train vraiment de grandir, qui est en train de grossir un petit peu quand même. On essaie à notre petit niveau, on essaie de faire grossir surtout le pluralisme des voix. Oui. Qui est le fondement absolu de notre société, de notre belle nation. Et on s'est lancé il y a 2 ans, en fait, en février 2018. Ah d'accord, oui, vous êtes quasiment presque un an en fait. 2 ans, 2018, début 2018, ouais. Et donc c'est un média qui donne la parole à plusieurs invités, que ce soit des hommes politiques, des personnalités culturelles, mais de tous bords, on s'interdit rien, on s'interdit surtout pas le débat. Donc certains nous ont classés à extrême gauche, d'autres nous ont classés chez extrême droite. C'est un peu comme l'UPR, vous êtes extrême gauche, soit extrême droite, soit vous êtes diversante, quoi. Ah ouais, nous on est tout en fait en même temps, mais il faudrait qu'on ait beaucoup de temps en fait pour être tout en même temps. En fait, on essaye juste de faire notre boulot, de donner la voix à pas mal de gens. C'est déjà un sacré boulot, mais certains nous affublent de colibés ou de toute une sorte de truc. Mais bon, en tout cas, ça marche plutôt pas mal. Là, on arrive aux 3 millions de lecteurs aujourd'hui à d'audience cumulée. Et on a lancé aussi la chaîne YouTube, Putsch Media, qui explose en ce moment. On va passer à 30 000 abonnés. Tout ce qui est sur YouTube explose à foison, quoi. Ouais, là, on est pratiquement à 30 000 abonnés en l'espace de 10 jours. Et on a le même travail, on fait le même travail. On a des émissions live tous les jours à raison de 2 émissions avec des invités. On a reçu Aurore Berger vendredi soir et on reçoit François Asselineau demain à 14h. Donc, vous voyez le champ politique. Ah, ça, c'est une exclue, ça. Vous nous faites une exclue. Oui, c'est une exclue. On l'a pas encore annoncé. Effectivement, on l'a pas encore annoncé. Donc, c'est une exclue pour Radio Rameau. Demain, François Asselineau, demain à 14h en live sur YouTube. Voilà. C'est un grand entretien politique.
Franchement, je le savais même pas. Bah, elle est géniale. Merci beaucoup, Nicolas Vidal, pour l'annonce. Avec Et plaisir. demain 14h alors. Demain 14h, François Asselineau. Voilà, rendez-vous sur Putsch Media, sur la chaîne YouTube. Et Voilà, tout à fait. enfin, notre dernier invité, Dr. Al-West, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Voilà. vous êtes youtubeur et en même temps humoriste, et je sais que dans vos chaînes, sur vos chaînes YouTube, vous faites pas mal de passages médias. En même temps, vous parlez beaucoup de médias, de la politique, et vous faites retranscrire votre avis, pas par un article ou pas par l'écrit, mais par le cinéma. On va notamment écouter, alors notre équipe de modération va mettre votre dernière, un petit passage de votre dernière vidéo. On l'écoute maintenant sur Radio Rameau. Ah, salut. Macron, il a dit qu'on était en guerre. Nous sommes en guerre. Non, cette fois-ci, c'est pas contre des Chinois, des Russes ou des Mexicains à moustache. Cette fois-ci, c'est contre un virus. Le Covid-19. C'est parti de Chine, et puis ça s'est propagé sur toute la planète. Les Chinois, ils ont appliqué un confinement total depuis janvier. Alors que nous, en France, le gouvernement, il nous envoie sa porte-parole nous raconter de la merde. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non, mais vous Il n'y rigolez, a pas de panique à avoir. On prend des mesures au fur et à mesure étayées scientifiquement. C'est pas grave. Il ne faut pas Sinon, avoir les peur gens, d'aller ils aux iront voir élections. sur C'est la un chaîne. très beau moment démocratique. Donc, C'est bon, ça passe. Il ne faut pas ne pas aller voter parce qu'on a peur du coronavirus. À voter. Alors ouais, du coup, avec cet humour-là, Ouais. votre service de une communication différente. En même temps, je sais que vous êtes humoriste, vous vous déplacez un petit peu en France, vous faites des spectacles. Ouais. Et justement, qu'est-ce que vous avez à dire justement pour vous présenter un petit peu plus de ce que vous faites et résumer un petit peu votre chaîne YouTube? Bah non, la chaîne YouTube, c'est pour parler d'actu avec un certain décalage. J'utilise le cinéma pour détourner des scènes et puis les refaire à ma sauce. Et le spectacle, c'est plus une succession de sketchs, toujours en rapport avec l'actualité, quoi. C'est deux choses un peu différentes. Et la chaîne YouTube, en fait, elle marche, ça va, quoi. Sans pub, moi, je suis pas très publicité, donc ça va. Il y a un public. D'accord. On est content, on est content. Ma dernière Oh. vidéo, elle a fait le milliard sur Facebook. Elle a fait un milliard de vues. 1 milliard de vues. Ok, mais sinon, vous avez est-ce que vous voyez si vous êtes bien en croissance depuis plusieurs années? Vous voyez que vous êtes passé à un certain nombre de vues, vous avez grandi. Ah non, mais moi, je regarde même pas ça. Sincèrement, c'est pas trop mon On vous truc. demande des Non. autographes dans la rue ou pas, Dr. Al-West? Et il y en a qui me reconnaissent, hein. Des fois, ils font des photos avec moi, selfie, tout ça, ils sont contents, quoi. Ouais. Non, ça va. Moi, le public, quand je le croise, les gens, que ce soit à mes spectacles ou dans la rue, ils sont vachement. Ils sont contents, quoi. Ça se passe toujours bien. On ne crache pas encore à la gueule, en fait, donc déjà, ça va, quoi. Ouais, pas encore de tarte à la, pas encore de Ouais, tarte à la voilà. crème comme Bernard-Henri Lévy, d'accord. Voilà, je suis pas BHL encore, heureusement D'accord. d'ailleurs. Bon, d'accord. Merci pour cette première partie déjà. Donc, vous êtes bien présenté. On est ici avant tout pour parler un peu d'un sujet que, pour le Rameau, qui est un sujet, qui est on a un média. Aujourd'hui, on commence à être, on dit pas qu'on a un média, mais qu'on fait de la radio et c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien évoluer parce que et débattre des sujets qui sont percutants, bien sûr, dans beaucoup de radios, on aime le faire, mais avec, on va dire, moins de retenue que d'autres médias parce qu'aujourd'hui, les médias sont confrontés, on va dire, à une certaine, peut-être les Français le remarquent de plus en plus, à une certaine limite. D'abord, je vais donner quelques chiffres. Alors, il y a une expression qui dit les chiffres, on leur fait dire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même certains qu'on aimerait bien aller gratter un peu plus loin. 67% des Français suivent les infos, tout format, avec grand intérêt, selon la Croix. 63% des Français pensent que les journalistes et les différents médias disent tous la même chose. 69% des Français pensent que les journalistes ne résistent pas à la pression des partis politiques et du pouvoir
et 62% à la pression de l'argent. La Croix. 63% des Français pensent que la plupart des médias ont mal couvert le mouvement des Gilets jaunes. Et la presse française est classée 32e dans Reporters sans frontières entre l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, et bien en dessous de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, où il y a encore 30 ans, elle était membre de l'URSS. Quand on a ces chiffres-là, est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser? Comment on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer que il y a autant de défiance des Français et avec ces chiffres-là à l'égard des journalistes? David. C'est assez logique qu'il y ait eu défiance vis-à-vis des journalistes. Pourquoi? Parce que déjà, les deux professions les plus détestées de France, c'est journalistes et hommes politiques ou femmes politiques. Donc au moins, c'est pas compliqué, c'est une des deux professions les plus détestées de France. Moi, je crois qu'il y a un problème, il y a un problème de diversité dans l'actualité, dans l'information, qui est totalement délirant. Je vais vous prendre quelques exemples. Rappelez-vous, alors je ne vais pas remonter à 1992, ça fait quasi 30 ans, c'est un peu vieux, les gens qui nous écoutent n'ont pas connu, mais on va revenir 15 ans en arrière. Rappelez-vous la campagne pour le traité constitutionnel européen. Tous les médias mainstream, mais tous, il n'y en avait pas un qui disait le contraire. Même en 92, hein. Même en 92. Oui, mais même en 92 aussi, mais je suis venu un peu plus près dans l'histoire. En 92 aussi, on est bien d'accord. Tous les médias mainstream disaient qu'il fallait voter oui, que voter non, c'était être passéiste, archaïque, dépassé, bon bien sûr, réac, un peu facho sur les bords, etc., etc. Le problème, c'est que comme tout le monde pense pareil, et c'est ce qu'il y a d'absolument terrible, c'est qu'il y a un formatage total qui laisse pantois, quand on connaît ça, un formatage total dans les écoles de journalisme qui est un peu comme le formatage à l'école nationale d'administration. C'est-à-dire que tout le monde pense pareil parce qu'on ne peut pas penser autrement. C'est ça le souci. Et ça fait du bien d'être de temps en temps, un peu être vous me passerez l'expression, des empêcheurs de penser en rond. Je me souviens, c'était Éric Brunet qui pensait par une chose, il disait qu'il tapait sur l'école de journalisme, on disait que quand on était un peu réac dans l'école de journalisme, on était déjà caricatural et qu'on était snobé d'une certaine manière. Ah, mais il l'avait raconté dans un de ses livres, Être de droite, un tabou français, je crois que c'était. Et c'est. Alors, moi, j'ai pas journaliste 50 ans, alors vous voyez que je suis bien plus vieux que Nicolas Vidal pour reprendre notre présentation en termes d'âge il y a quelques minutes. C'est pour rire. Voilà. Je vais répondre, Philippe David, je vais répondre. Et je parle même pas de Docteur à l'Ouest, alors là, je suis vraiment un ancêtre. Ah non, moi je suis né hier, moi, donc ça va. Et donc le problème, il est là, il est qu'il y a une telle pensée unique que, écoutez, quand on pense pas en rond, on est un peu gênant. Mais je crois que ça, les Français l'ont compris, et c'est pour ça maintenant que des médias qui ne disent pas la même chose que les autres, et c'est ce qu'on fait nous sur Sud Radio par exemple, attirent de plus en plus d'auditrices et d'auditeurs. Nicolas Vidal, sur ce que vient de dire Philippe David, c'est intéressant parce que quand les Français ils ont compris que les médias étaient, je dis pas vous, c'est pas vous, mais en général les journalistes mainstream ils mentent ou ils disent pas forcément la vérité ou ils disent pas toute la vérité. Ils sous-entendent. Est-ce que vous quelque part vous êtes d'accord avec ça, mais en même temps est-ce que vous l'avez même déjà vécu avant? Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe David, bien entendu. La réponse est très, très complexe, elle est très large. Je vais essayer de répondre rapidement. Il y a 4 dates finalement. Il y a le traité de Maastricht 92, clairement. Il y a le traité constitutionnel de Lisbonne 2005. Il y a les Gilets jaunes et ensuite il y a la réforme des retraites. Ces 4 dates, en fait, montrent que la confiance dans les médias s'est amenuisée dans un premier temps et ensuite s'est effondrée. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une certaine classe médiatique comme politique, et je reviens à ce que dit Philippe David, les médias, les journalistes et les politiques sont les professions les plus détestées de France. Oui, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, les grands médias, les grands éditorialistes, qu'on appelle grands, je ne sais pas très bien ce que veut dire grand, mais on va dire grand pour faire simple, et les hommes politiques finalement partagent les mêmes convictions politiques, les mêmes convictions sociologiques. Il y a une inclinaison idéologique des grands médias vers cette idéologie néolibérale, ce qu'on appelle progressiste,
progressistes, et ils s'en font donc le redresseur de tort et des objecteurs de conscience. Donc ils sont toujours en train d'expliquer aux gens depuis 20 ans, voire 30 ans, que si on est finalement français, fier d'être français, ou du moins attaché à son territoire, on est espèce de sombre réactionnaire malfaisant. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que la fracture, c'est aussi la nécessité, la fracture des France, une classe médiatique politique qui se lève ou qui maintenant s'est dressée contre le peuple. On rappellera que je crois aux dernières nouvelles, la France est encore une démocratie avec un peuple souverain. Peut-être que ça a changé parce qu'il y a pas mal d'ordonnances qui passent, donc peut-être que ça a changé. Mais donc ça, rapidement, et blague à part, on est là-dessus. Et après, on pourra parler d'autres sujets, mais je vais pas être trop long pour commencer. Voilà. D'accord. Et je voulais ajouter quelque chose à ce que disait Nicolas, si c'est possible. Oui. Je suis d'accord avec les 4 dates de Nicolas: Maastricht, TCE, Traité constitutionnel européen, Gilets jaunes et réforme des retraites. Je crois qu'il y a une date qui est également emblématique sur la monocolorisation des médias français, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous l'image de ce kiosque à journaux qui a fait le tour du monde via les réseaux sociaux, où il n'y avait que des unes avec l'actuel président de la République qui avait écrit « C'est lui, le futur président, ceci, cela ». C'était absolument hallucinant. Je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas, mais pour moi, je le mets Rapidement, pour laisser passer parler notre invité. Non, mais tout le monde a le temps de parler, Nicolas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Pour répondre à Philippe, je le résume à un mot, il est très simple, ça s'appelle l'endogamie. Donc ce sont des gens finalement qui sont dans le même marigot. Je vais prendre un exemple très rapidement. Quand vous avez vu, je citerai pas la chaîne, mais tout le monde verra de quoi je parle. Après l'allocution du chef de l'État, son allocution totalement insignifiante. On en parlera après d'ailleurs, Nicolas Vidal, mais les équipes et on a eu rapidement, on est sur une chaîne info, on a eu vraiment des gens qui se sont prosternés, touchés par la main, qui n'arrivaient plus à trouver les mots à la hauteur de BFM. Ah mais moi je dis pas, mais voilà, tout le monde verra de quoi je parle. Voilà. Je peux pas le citer maintenant. C'est les journalistes de chez BFM TV, c'est Anna Cabana, de Malherbe, et l'irremplaçable grande sœur de Emmanuel Macron, Ruth et Krief. Voilà. Je les appelle les 3 Macron's Angels. Elles l'ont défendu lundi soir après son discours, comme si c'était leur frère. Ils étaient prosternés. Ils n'arrivaient plus à trouver des mots à la hauteur de l'éblouissement dont ils étaient les témoins. C'est absolument incroyable. Dans l'Ouest, tu voulais dire quelque chose? Non, mais après, voilà, tout le monde a vu ça. Mais bon, c'est la chaîne à Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est toujours un soutien de Macron, donc c'est pas étonnant, en fait. BFM, enfin, qui regarde, quand on pose la question, qui regarde BFM, la plupart des gens crachent dessus. Enfin, moi, personnellement, ça fait très longtemps. J'ai d'ailleurs jamais regardé, mais BFM, c'est une chaîne de merde. Il devrait s'appeler BF Merde. Tout le monde leur crache à la gueule, quoi. On a vraiment, c'est d'après ce discours-là des 3 filles, elles se disaient, mais on croyait avoir un discours jupitero-churchillien. Bon, on s'est rendu compte qu'on a eu simplement un mec qui disait, il a une calme, une sagesse. C'est vrai qu'on était de lundi soir après le discours, on était proche de la Corée du Nord. C'est Michel Onfray qui a fait sur son site. Il a dit un propos à ce sujet. Il a dit « Je sais où en est le journalisme français dans le classement international. Mais avec l'épidémie de coronavirus, il me semble qu'il doit bientôt faire jeu égal avec celui de Corée du Nord. » Oui, je crois qu'il a même intitulé son article dans son blog « Bienvenue sur Radio Paris ». Oui, avec le Front Populaire. Je sais, je l'ai vu. Non, mais après, c'est pour ça, pour revenir à la question de départ, si les gens vont voir ailleurs, c'est parce qu'ils sont plus intéressés par que ce soit on parle BFM, mais France 2 ou TF1, c'est un peu pareil. Aujourd'hui... Si on remarque tout ça, si on voit que les gens ont compris que le système, il était noué, que c'était... Bon, on voit qu'il y a en mainstream, il y a CNews, il y a Vincent Bolloré, il y a... Et la déclaration de Yves Calvi, la pleurniche des hôpitaux, par exemple. Oui, sur CNews, sur Canal+. Ouais, voilà, bon, c'est encore un exemple pour justifier le mépris que ces gens peuvent avoir par rapport... On peut même revenir sur Éric Brunet, où pendant des années, il tape sur le service public, alors qu'en fait, il invite sur ce plateau Agnès Moulin-Verdier, qui est en fait elle est payée par l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'elle est financée, elle a un think tank. Bon, en fait, son travail, c'est toujours débunker
les mauvaises dépenses du service public. Ouais. Il y a ça aussi. En fait, il y a des trafics en masse dans ces gens-là. Mais concrètement, on a des médias où les gens ne peuvent plus les voir. Et donc, c'est pour ça que les gens, ils font. Est-ce que, d'une certaine manière, est-ce que le fait que les médias ne veulent plus ça, ça fait pas un effet papillon et ça crée les fake news? Monsieur David. Oui, pardon. Non, vas-y, Nicolas, si tu veux. Nicolas. Non, oui, les fake news, bien entendu. De toute façon, je prends souvent cet exemple-là. Quand on était petit, on avait une rivière, on essayait de faire un petit barrage. Forcément, vous compreniez bien que l'eau allait passer par côté. Donc, à vouloir, à un moment donné, chaperonner l'information en essayant de faire une information qui n'est pas une information, qui n'est qu'une communication verbale ou une diarrhée verbale de chaîne info, bien entendu, les gens se rabattent sur les réseaux sociaux et soit ils vont voir des médias, ce qu'on appelle alternatifs ou indépendants, prenez le mot qui vous intéressera, mais il y a aussi ceux qui vont effectivement aller chercher de l'information ou pas de l'information, de la désinformation. Et ça, on va pas dire que c'est normal, je dis simplement que c'est logique. À partir du moment où les chaînes info ne font pas leur boulot, et puis, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, j'ai entendu parler de mépris et je suis assez d'accord avec ça parce que pour moi, depuis ces 4 dates et notamment depuis les Gilets jaunes, ça s'est vraiment accéléré les Gilets jaunes, il y a pour moi dans ce pays une dose létale de mépris avec ce qu'on appelle la France périphérique. Les Gilets jaunes l'incarnent parfaitement. D'ailleurs, on rappellera qu'aujourd'hui, c'est eux qui font tourner la France, les Gilets jaunes. Emmanuel Macron a oublié d'en parler, mais bon, je sais plus où sont passés les séditieux, les factieux, les fascistes, en fait, toute une série de gens. Et finalement, en fait, la voix de la France, elle est plus portée sur les antennes. Elle est plus portée sur les antennes et les gens s'en sont détournés. Et elle a été remplacée donc maintenant par le mépris, la condescendance, l'anathème et la sempiternelle condescendance propre à une grande partie des élites parisiennes qui sont totalement autoproclamé et ça c'est terrible hein, parce qu'on grosso modo l'idée de fond pour aller très vite là-dessus c'est que les gens sont trop bêtes finalement pour comprendre, notamment sur les référendums. On rappellera qu'il n'y a plus de référendum en France depuis 2005 parce qu'on vous expliquera que les référendums c'est trop compliqué, ça fait appel à trop de connaissances. D'ailleurs c'est vrai qu'on voit les traités européens qui sont indigestes, on comprend bien que les gens s'intéressent plus mais ils s'y intéressent encore. Donc finalement la démocratie n'a plus de valeur pour eux puisque les gens sont trop bêtes pour comprendre et prendre collectivement une décision qui irait dans leurs intérêts. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est le peuple en fait qui petit à petit on l'écarte de son propre destin que les élites ont fixé pour lui. Et ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes, mais qui sont graves parce qu'elles ne cessent de grossir à vue d'œil. Et là, on pourra parler après des dangers que peut représenter ce genre de comportement. C'est ce que j'appelle la fracture, la sécession des élites sur les prochains mois à venir et même très rapidement sur ce qui se passe aujourd'hui sur le Covid, associé à la réforme des retraites, associé aux Gilets jaunes et associé au traité européen et au viol démocratique de 2005, on risque d'avoir une sortie de crise explosive. Alors justement, il y a quelqu'un qu'on a oublié, à mon avis, si vous permettez. Oui, David, vas-y. On a oublié, par exemple, de citer, vous avez parlé de Malherbe, de Routel-Cré, etc. On a oublié Alain Duhamel quand même. Parce que, rappelez-vous, il y avait un humoriste et imitateur qui était très drôle, il nous a quittés il y a 34 ans, donc voilà que ça date, il s'appelait Thierry Le Luron, et il imitait je crois que c'était Monsieur Glandu, qui disait « Regardez Alain Duhamel, il était gaulliste sous De Gaulle, pompidolien sous Pompidou, giscardien sous Giscard, mitterrandiste sous Mitterrand, et alors, maintenant que ça fait 34 ans qu'il est mort, chiracien sous Chirac, Sarkozy sous Sarkozy, hollandiste sous Hollande et macroniste sous Macron. » C'est ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est que de toute façon, comme disait Edgar Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent, et que les grands éditorialistes en France sont toujours du côté du marteau, jamais du côté de l'enclume. Ça, c'est quand même une réalité. Ouais, c'est les caméléons journalistes, ça. Oui, si on veut, oui. Mais en fait, le problème, c'est que la couleur reste toujours la même, vous savez. La politique reste toujours la même. Donc, c'est comme le Canada Dry. Ça a la couleur de l'alcool, ça a l'odeur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Oui, mais dessous, je me permets une dernière assertion. C'est aussi un conflit de classe qui germe là-dessous. C'est-à-dire que ces gens font partie du même monde que la classe politique. C'est des gens qui se côtoient, qui vivent dans les mêmes quartiers. Oui, notamment ils ont côtoyé les mêmes écoles, les mêmes classes, les mêmes écoles, dans les mêmes quartiers, voilà. etc. Et c'est ce que j'appelle l'élite mondialisée. Voilà. Ils vont dîner, ils font des dîners ensemble, le dîner avec le dîner du siècle, le dîner du siècle. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que Nicolas Vidal et Philippe David, par exemple, si vous êtes invité au dîner du siècle où vous vous dites tiens, je vais avoir des informations avec les politiques en échangeant avec eux, est-ce que vous iriez, par exemple?
Oh, bah, Philippe, je t'en prie, vas-y. Hein. moi, je vais partout. Comment bien Moi, j'ai pas de problème là-dedans. Je vais partout où on m'invite. Par contre, il y a une chose qu'on m'empêchera jamais de faire, c'est de dire ce que je pense. Donc, moi, on m'invite. Vous savez, on peut m'inviter, mais n'importe où. Enfin, sauf dans des trucs complètement délirants. J'y vais et je prends la température et je dis ce que je pense. Et si ça me paraît très bien, je dis que c'est très bien. Si ça me paraît très mal, je dis que c'est très mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est pareil. Alors, pour répondre, pour pas esquiver, parce que j'ai les hors de question que j'esquive là-dessus, très sincèrement, je pense qu'on m'invitera jamais à ce genre de regroupement. Pareil pour moi. Au vu du média que j'ai, les prises de position que j'ai en tant qu'éditorialiste, où je suis d'ailleurs... Il aurait déjà repéré, avant d'inviter, il repère. Oui. C'est sur l'invitant, je vais l'influencer. Moi, j'ai reçu l'invitation. Je pense que ça serait une erreur d'adresse pour moi. Je pense que ça serait une erreur d'adresse. Ça serait la seule raison qui pourrait expliquer que je reçoive un truc ou un homonyme qui me ressemblerait de très loin. Mais je veux dire par là, c'est qu'avec le position, avec le média que je tiens aujourd'hui, c'est pas demain la veille que ces gens vont penser à moi pour m'inviter et ça ne m'empêchera pas de dormir. Comme disait Jacques Chirac, ça m'en touche une, ça m'en fait bouger l'autre. Voilà, parce que c'est pour moi une façon à un moment donné de voir l'économie et la politique comme une mondialisation absolue. Et moi, je suis bien trop attaché à ce pays, à sa démocratie, au débat public, pour essayer de fricoter avec les uns et les autres sur ce genre de choses. Donc, je pense qu'on ne m'invitera jamais et je ne vois pas l'intérêt d'y aller si on ne partage pas des idées qui me semblent extrêmement importantes. Et là, pour le coup, on peut parler de vraies valeurs, pas les pseudo-valeurs républicaines à laquelle s'accrochent tous nos hommes politiques pour parler d'une espèce de brouillard infâme dans lequel on n'y trouve absolument rien du tout. Mais, docteur Watts, vous voulez ajouter quelque chose? Non, oui, moi j'allais dire en fait, si on prend en exemple Franz-Olivier Gisberg, en fait, il noue ses liens, en fait, c'est avec le temps et c'est surtout c'est du copinage qu'il fait. Donc, j'ai cru que ça avait disparu, excusez-moi. Non, c'est bon. Ouais, on est encore là. Non, c'est du copinage. Donc, est-ce que quand on est un bon journaliste, il faut être copain avec tous les hommes politiques et tous les bords politiques? C'est-à-dire qu'il faut... Une question à se poser, ça. Je me suis posé la question. Est-ce que vraiment, quand on est journaliste, est-ce qu'on a droit vraiment... Enfin, on dit les policiers ne sont pas amis avec les criminels. Pourtant, ils les voient très régulièrement. Pourquoi est-ce que les journalistes devraient être amis avec les politiciens alors qu'ils ont besoin de questions et de réponses pertinentes auprès des Français? Ah non, mais je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. On peut avoir du respect, voire même de la sympathie, voire même, pourquoi pas, de l'amitié avec une personnalité politique. Mais comme des journalistes sportifs sont des sportifs qui sont amis, etc. C'est pas la question. La question, c'est d'avoir de la déontologie après à l'antenne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toutes les personnes soient traitées de la même manière, quelle que soit leur opinion, quel que soit leur parti, quelles que soient leurs orientations. C'est ça le souci. On peut avoir des relations amicales avec des gens, mais à côté de ça, on doit faire preuve de déontologie et se comporter de la même manière avec tout le monde. C'est ça. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire. On peut pas réduire les gens à certaines choses. Tout le monde se côtoie. On peut pas rabaisser les gens. Moi, justement, je dois revenir à l'élection de 2017, même 2019, même toutes les élections qui sont venues dernièrement, présidentielles, européennes. Il n'y a pas le même traitement médiatique. Il n'y a pas le même traitement médiatique entre. Il y a eu, vous vous souvenez, en 2017, il y a bien sûr, les grands candidats et les petits candidats. Est-ce que, déjà, juste par la logique, est-ce que c'est légal de dire qu'il y a des petits candidats? Est-ce que c'est pas la stratégie de communication de rabaissement? Alors là, je suis entièrement d'accord parce qu'il faut revenir aux fondamentaux de la Ve République. L'élection présidentielle au suffrage universel direct, c'est décidé en 1962, la première par référendum, la première étant 3 ans plus tard, en 65. C'est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple. Regardez bien quand vous votez, je ne sais pas moi, à un scrutin uninominal comme les cantonales, même si maintenant ils sont 2, il y a de marquer le nom du parti et des partis qui soutiennent. La présidentielle, il n'y a pas de nom de parti. C'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Et donc c'est pour ça que moi j'estime qu'en cas de présidentielle, c'est déjà suffisamment compliqué pour certains candidats d'obtenir les 500 signatures que toutes les candidates et tous les candidats devraient avoir strictement le même temps de parole et le même accès aux médias. Alors on me dira, oui, mais il y aura toujours 2-3 hurluberlus qui arriveront à avoir les signatures. Mais moi je leur réponds, écoutez, s'ils ont eu 500 signatures d'élus,
ça veut dire que peut-être que les gens qui ont signé pour eux n'étaient pas complètement idiots et qu'ils avaient, alors qu'on en trouve 1 ou 2 ou 3 pour signer n'importe quoi, je veux bien, en trouver 500, c'est déjà, excusez-moi, un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et surtout qu'on peut en avoir 500, mais pas dans 10 départements. Il faut avoir un nombre minimal de départements, etc. Donc moi, j'estime qu'au moment de la présidentielle, tous les candidats devraient avoir strictement le même temps de parole et évidemment, mais là ça va de soi, mais là c'est un vœu pieux, le même traitement médiatique. Mais c'est pour ça. Ouais, pardon, allez-y, je vous en prie. Non, juste, j'allais dire, en fait, c'est pour ça qu'il y avait Olivier Gisberg, encore lui, là, qui disait j'en ai marre de ces petits candidats. Il avait dit ça sur France 2. Donc, pour un journaliste, c'est pas très respectueux des autres, quoi. Alors ça, je l'ai pas entendu. Là, alors ça, c'est intéressant cette question parce qu'elle touche de près et très profondément à la question même du pluralisme. C'est-à-dire que quand vous dites petit candidat, effectivement, on minimise un petit candidat parce qu'il ne représente pas grand-chose et que ses idées, finalement, ne représentent pas grand-chose. Parce que le pluralisme, la réalité dans ce pays, c'est qu'il est souvent apparenté à du populisme. Et vous savez que la Libye du pluralisme, parce qu'on vous dira, mais on invite ces gens-là sur les plateaux, ou on invite ces gens-là au matinal de certains services publics, mais la Libye du pluralisme, il se caractérise très souvent comme un accusé dans un prétoire médiatique, où le développement d'une idée non conventionnelle, finalement, est toujours suspecte. Et si vous êtes invité, alors que vous êtes identifié comme un n'appartenant pas au camp du bien, vous savez, le fameux camp du bien, vous serez très certainement, vous passerez finalement tout votre temps d'antenne à justifier que vous ne faites pas le jeu de on ne sait qui, et ça, c'est extrêmement important. Donc, le pluralisme, évidemment, dans un média, et pour nous, journalistes, quand on invite des gens comme moi, on invite François Asselineau demain, ou Aurore Berger vendredi, ou en début de semaine, Jean-Frédéric Poisson, vous voyez qu'on fait quand même très large. Aujourd'hui, c'est un vrai défi, parce que quand on cherche à pratiquer le pluralisme des voix, eh bien, certaines bonnes âmes des médias, notamment, considèrent cela comme du populisme. Vous voyez, tout cela confine à la plus sombre des bêtises, et c'est compliqué pendant le débat. D'une certaine manière, c'est de la stigmatisation. À partir de là, dans la charte du journaliste de 1971, et justement, il est interdit de stigmatiser, de diviser, de faire la différence entre les invités sur lesquels on invite ou lesquels on interviewe. Et justement, ça, il y a ça aussi, mais... juste, Caroline Fourest aussi, elle méprisait les petits candidats, donc... Oui, quand on a su qu'Asselineau était candidat... Ouais. Mais c'est qui celui-là? C'est d'où il sort, de quelle planète il vient? Je veux dire, pareil pour Jacques Cheminade. Alors que Jacques Cheminade, il parle des planètes, mais de la NASA, ils sont bien. Il est au niveau de la NASA quand il parle de ça. Il parle des scientifiques. Et sauf que, comme c'était pas dans le contexte politique qui intéressera les Français, parce que les Français sont pas loin de la NASA, où ils disent toujours, oui, ils sont loin de ça. Donc, ils ne sont pas. Tant que c'est pas, comme disait, je reprends Nicolas Vidal, tant que c'est pas parisiano-centré, ça le fait pas. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il faut dire une chose, je pense, sur les 20 ou 30 dernières années, l'audience des médias, au niveau des médias populaires à l'époque, notamment même quand ils ont explosé dans les années 90, comme LCI ou même comme Canal et tout, ils ont vu leur audience chuter. Par exemple, quand quelqu'un dit on a fait 6 millions de personnes un soir de 20h, il va falloir qu'on explique qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans. Il y a 66 millions de Français, un Français sur 10 a vu votre émission. Vous avez influencé peut-être un Français sur... Vous avez informé, vous avez vendu vos produits information, c'est ce que je parle du langage d'un journaliste, d'un marketing en digital. Vous avez vendu votre produit à seulement un Français sur 10. Est-ce que dans le marché de l'information où il y a d'autres personnes, est-ce que vous croyez que c'est encourageant? Non. Je pense pas que 6 millions le soir à 20h, je pense pas que ce soit vraiment encourageant. Non, je pense que David, Nicolas Vidal, par rapport à ces chiffres-là. Philippe, vas-y, commence. Alors, le problème, c'est pas parce qu'on passe aux 20h de TF1 qu'on va influencer les gens, parce que je crois justement qu'il y a une réalité, c'est que les téléspectateurs ou les auditeurs ont de plus en plus compris que les médias n'étaient pas objectifs. Parce que de toute façon, l'objectivité dans ce domaine, j'y crois pas. Très franchement, j'y crois pas. Et c'est même pas un problème de copinage ou d'amitié ou quoi ou qu'est-ce, c'est que on y revient toujours, il y a le sens pensée unique, il y a tous ces paramètres qui font que certains journalistes, regardez quand quelqu'un de droite débarque à la matinale de France Inter, vous avez bien compris qu'ils ont envie de se le faire. Vous parliez de Jean-Frédéric Poisson, Nicolas, il y a 3 minutes. Et c'est sûr que lui, quand il débarque sur la matinale de France Inter, il est sûr qu'il va se faire défoncer.
Par contre, si quelqu'un vient complètement très à gauche, là, il sera très bien accueilli. Le souci, c'est ce 2 poids, 2 mesures qui est gênant. Parce qu'à la rigueur, les journalistes seraient de l'interview à la Bourdin ou de la Apolline de Malherbe très agressifs, mais avec tout le monde. C'est pas ma tasse de thé, mais je dirais, bon, c'est un jeu, ça les amuse, ça amuse les politiques d'y aller, tant mieux. Mais là, il y en a certains, ils leur caressent le poil, et d'autres, ils les mordent. C'est là où est le souci. C'est là où est le problème. Mais c'est pas au CSA d'aboyer quand il y a ce genre. Excusez-moi, mais quand il y a des inégalités, c'est pas au CSA de le faire. Le CSA, encore faut-il croire au CSA. Hein. Encore faut-il croire au CSA. Hein. On est entièrement. Alors, ça veut dire que le CSA est corrompu, il ne sert à rien. Non, je dis pas plus corrompu, je dis simplement qu'il faut. Je crois que le CSA n'a que faire de ce genre de choses et on peut pas dire que le CSA va prendre des gants, va se mettre en difficulté sur ce genre de choses. Voilà, mais ce que je veux dire aussi, c'est que je vous invite aussi à regarder la composition de certains plateaux de chaîne info. Vous avez toujours remarqué que c'est très homogène idéologiquement et c'est harmonisé toujours par une farandole de consultants, de spécialistes, d'éditorialistes, toujours triés sur le volet éclatant du politiquement correct. Ça faut pas oublier que c'est par rapport à la stratégie de RTF des années 50-60, quand il disait que dans la construction de l'information, il fallait toujours qu'il y ait des experts. Donc déjà, ça part de là. Mais là, c'est plus des experts, parce que je vais vous prendre un exemple très simple. Quand vous avez eu Daniel Cohn-Bendit qui était sur LCI, on a toujours oublié, on a dit que c'était un chroniqueur, mais en fait, c'était un soutien d'Emmanuel Macron. Donc, à un moment donné aussi, on ne dit pas, on pêche par omission, et c'est le cas de Cohn-Bendit, mais d'autres, hein, il n'y a pas que lui, hein, Goupil aussi, par exemple, sur LCI. Mais je veux dire par là, c'est qu'on a même, il faut quand même se rendre compte qu'on a quand même en ce moment toujours et depuis des responsables du Parti socialiste. Vous savez, c'est le parti qui a fui Solferino et qui a même jeté le paillasson en partant dans la poubelle du trottoir d'en face. Donc on se rend compte qu'on a fini quand même, certains dirigeants socialistes aux dernières législatives ont fini de faire leur campagne sur une palette devant 14 personnes dans un arrondissement de Paris. Mais ces gens sont toujours invités sur les plateaux. On ne sait pas ce qu'ils ont à nous dire, mais apparemment ils sont toujours invités sur les plateaux. Donc il y a quand même eu, parce que finalement la dernière idée que je veux développer, c'est que en fait pour passer sur ces plateaux, vous devez être en réalité un grand chef de la soupe tiède, biberonné aux idées conventionnelles, voilà, et de préférence néolibérale, tout simplement. Ah ben c'est exactement ça. Enfin, en tant que spectateur, je pense que déjà ils influencent. Je rappelle. Moi, je suis assez. Allez-y, Nicolas, allez-y. Ça, c'est assez intéressant. Alors, une idée préconçue, vous avez raison, mais il faut quand même se dire aussi que c'est un naufrage intellectuel parce que c'est une défaite de la pensée. Quand je dis défaite de la pensée, je ne l'ai pas inventé. Hein, c'est le bouquin de Finkenkraut que je vous invite à lire, d'ailleurs, qui est passionnant. C'est extrêmement intéressant. Donc, finalement, comme ces gens-là ne bossent pas, ne travaillent pas, sont dans une endogamie permanente où les mêmes idées sont ressassées en permanence, ils n'ont pas besoin de pousser l'analyse parce qu'ils ne sont jamais mis en difficulté et finalement ça sert tout ça. Ces gens c'est un décryptage qui est vraiment perfusé à l'indigence et c'est ça la caractéristique centrale des médias de masse ou mainstream qui sont absolument mono-sujets. Et c'est absolument... Nous, on le voit, je pense que Philippe David le voit aussi, il m'arrive de faire des plateaux, et je me rends compte, je me retrouve en face de gens qui sont assez connus dans les médias, mais je me rends compte que c'est des gens qui ne travaillent pas, ils ne bossent pas. Ils sont toujours en train de décrypter une information à chaud qui n'intéresse qu'un arrondissement et demi à Paris, sur des petits jeux politiques permanents de l'Assemblée nationale, des soutiens d'Édouard Philippe, qui soutient Macron, qui soutient pas Macron, qui fait défaut, qui fait pas défaut, mais ça n'intéresse absolument personne. Mais vous comprenez que c'est beaucoup plus évident, plus facile intellectuellement, c'est plus tranquille finalement de parler des petits arrangements au jour le jour, mais on ne parle jamais du fond. Et pour ça, ils sont totalement, je pense qu'il y avait vraiment un naufrage absolu de la réflexion politique. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui sont à la télé, qui sont absolument, je vais le dire, incultes. Politiquement, ils sont incultes, donc ils répètent benoîtement ce qu'ils entendent et ce qu'il est bon de dire. Voilà. Je rappelle que pour rebondir, avant de rebondir là-dessus, ce que vous venez de dire, je rappelle qu'on a tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent interagir et poser des questions à nos invités et pour débattre aussi du sujet en rejoignant notre serveur discord.leramoli.org. On a dit quelques questions là au niveau de nos participants. J'ai une première question, celle de Pelote de laine, et je vais vous la lire pour vous. Pense-t-il qu'en sortie d'épidémie, le fossé entre couverture médiatique et réel va s'accroître dans une fuite en avant pour sauver ce qui peut être des médias politiques, des médias et politiques?
Ah, bah, c'est amusant parce que justement, il va falloir détricoter la pelote de laine avec le pseudo qui a posé la question. C'est assez amusant. Ça, c'est une vraie question et malheureusement, peut-être que Nicolas a la réponse, mais personnellement, je ne l'ai pas. Alors, ça a coupé. Moi, j'ai eu un petit moment de blanc. Est-ce que je peux avoir juste la Alors, fin je vais la reposer. Pense-t-il qu'en sortie d'épidémie, le fossé entre couverture médiatique et réelle va s'accroître dans une fuite en avant pour sauver ce qui peut l'être des médias et politiques? Bah, de toute façon, ce que je vais essayer de répondre, au moins partiellement à cette intéressante. Je pense que le fossé, ce Covid-19, cette crise sanitaire, qui est aussi une crise politique, parce que c'est une crise politique, on n'est pas là pour en parler, mais je crois que ça va encore mettre en exergue encore plus la fracture entre ce que j'appelle l'élite politique, médiatique et les Français, parce quand on regarde le traitement, déjà, on a une communication du gouvernement et une action du gouvernement désastreuse, mais scandaleuse même, et je pense que le scandale sera rapidement là. Et puis, on a certains grands médias qui essayent de couvrir ce qui a été fait. On reprenait tout à l'heure les déclarations sur la chaîne d'info BFM suite à l'allocution du président, face à ces dourides prosternés devant le grand chef. On se rend compte que ces gens, il y aura une fuite en avant surtout, mais il y aura surtout une fracture qui va grandir, qui va grossir. Les gens ne croient plus ni à la parole politique, ni à la parole journalistique. Et ça, c'est un vrai péril, parce que si on prend un peu de hauteur, c'est un vrai péril pour ce qui fait le débat démocratique d'une société comme la nôtre. Si les gens n'ont plus confiance à la parole politique et n'ont plus confiance à la parole journalistique, la question que je pose, c'est où va-t-on? Où va-t-on? Je vous rappelle, Nicolas Vidal, que vous interrogez des politiques et des médias. Si votre média fonctionne, il faut que les gens y croient. Hein. Mais bon, docteur à l'Ouest. Non, mais on va plus vers un changement, c'est-à-dire que la réinformation, il y a des tas de personnes sur Internet qui essayent de faire un taf, on va dire, d'éclairage, comme, je sais pas, je suis pas content pour ceux qui connaissent. Greg Tabibian, il y a la chaîne le fil de l'actu, Osons causer, enfin bref, il y en a plusieurs qui maintenant ont une certaine audience et qui permettent justement d'avoir du recul sur les infos et comment on doit les traiter. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, BFM TV n'a pas de recul. Il balance tout en vrac n'importe comment. Donc, pour celui qui regarde les infos, moi je regarde pas hein, personnellement, mais c'est anxiogène. C'est-à-dire qu'on nous balance des chiffres, des nombres de morts, tous les jours, le décompte. Il y en a de 20 000, 32 000, 52 000 ailleurs. Enfin bref, on sait plus. C'est des chiffres qui veulent rien dire, quoi. C'est pas de l'information, ça. C'est plus ce problème qui. C'est plus donner des chiffres, etc. Mais c'est qu'une information à part entière par rapport à d'autres. Voilà. Non, mais voilà, mais c'est noyé, c'est des chiffres noyés dans des chiffres. Donc c'est pas vraiment ce à quoi les gens attendent. En fait, on va dire que la pénurie de masques. Il y a Idriss Aberkan qui a parlé sur Sud Radio. Ouais. Bah, qui a été très clair. Il a dit qu'il fallait agir en 4 points, masquer la population. Ensuite, oui, c'est les 4 étapes qu'a suivi l'OMS et qu'a suivi Taïwan. C'est ben, c'est clair. C'est en fait masquage de la population. Ensuite, testage. Il fallait tester les gens. Masquer. Après, il fallait confiner les personnes atteintes et les traiter, quoi. Donc alors ça, c'est 4 étapes parce que c'est l'OMS qui l'a recommandé, parce qu'ils se sont recommandés par rapport au SRAS qui s'est passé en Chine, en Taïwan en 2003. Ouais, mais tout à fait, mais parce que justement, ils avaient l'expérience déjà de 2003 et la France, elle pouvait parfaitement s'adapter en fonction. Ils étaient au courant, apparemment. Agnès Buzyn, elle a dit après, elle a fait Oui, en décembre, elle a dit ça sur un blog chinois. Voilà, mais ils étaient au courant, donc faut arrêter de prendre les gens. C'est plus pour ça que la colère gronde, en fait, je pense. Moi, ce qui m'a plus fait rire dans cette affaire, c'est que surtout que c'est Agnès Buzyn qui l'a su plutôt que les services de secret français. Enfin, c'est plus ça qui m'a un peu plutôt alerté. Philippe David, vous voulez peut-être Nicolas Vidal sur ce justement là-dessus, il y a quand même un truc absolument incroyable. Moi, j'ai un Français expatrié qui vit en Corée du Sud, pas plus tard qu'hier à l'antenne. D'accord ? La Corée du Sud n'a qu'une seule frontière terrestre, c'est avec la Corée du Nord, et inutile de dire que c'est pas la frontière qu'on passe le plus facilement. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de ramener 10 cartouches de clopes d'Andorre que traverser, même s'il y a des contrôles, que de traverser la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. En prenant les petites routes. Ah, il n'y en a pas. En Andorre, il n'y en a qu'une. Alors là, c'est le port d'Envalira. Là, 2400 et quelques mètres d'altitude. Et donc, ce qui y avait de dingue, il nous racontait que quand vous arrivez à l'aéroport ou au port en Corée, on vous prend la température et on vous fait le test. Ils n'ont que 232. Ils étaient à 232 morts hier.
et on vous fait le test. Et accrochez-vous bien, si vous êtes positif, vous êtes passé... Vous êtes bloqué là-bas. Vous êtes placé en quarantaine pendant 14 jours à vos frais et ça vous coûte environ 1 500 €. Lisez ce que mettent les gens sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai lu des trucs. Ma fille revient de Perth, Australie. Alors, vous voyez la distance, 24 heures d'avion. Il y a minimum 2 changements de Perth. Enfin, Rien du tout à Roissy. Arrive à Roissy, 0 contrôle. Et après, on nous dit qu'on fait tout ce qu'il faut contre l'épidémie. En Corée, vous êtes contrôlé. On vous prend votre température et vous faites tester systématiquement. En France, vous rentrez comme dans un moulin. Et après, on nous dit, par contre, vous passez 10 minutes de trop hors de chez vous. Là, vous pouvez prendre un PV. Mais de qui se moque-t-on Mais le pire, c'est que là, on parlait d'ailleurs en compétition, enfin, le fait que les journalistes étaient réfractaires, mais il y a des journalistes maintenant qui ont chopé le Covid-19 et qui ont été guéris et qui maintenant sont contre le gouvernement alors que c'était les premiers lèche-bottes. Je parle notamment Olivier Gisbert qui hier, sur Canal Tout en Punchline, il a défoncé le gouvernement alors que lui c'était le premier à encourager le gouvernement. Tous les autres gouvernements avant. Nicolas Vidal, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'est extrêmement intéressant. Je me suis fait ce soir. Je vous invite à aller regarder en replay le journal de France 2 d'hier soir. Et vous verrez que Laurent Delahousse a interviewé le professeur Defrécy, je crois, qui est le président du conseil scientifique. Et vous allez voir comment, je n'aurais jamais cru voir ça de ma vie, Laurent Delahousse, qui a été franc-tireur en posant des questions extrêmement dérangeantes. Enfin, dérangeantes, oui, pour Laurent Delahousse, c'est dérangeant. Et peut-être qu'effectivement, ces gens aujourd'hui ne sont plus dans le déni de réalité. Ils vivent aussi cette crise sanitaire. Ils ont peur aussi pour leurs proches, leur famille et pour eux-mêmes aussi. Et peut-être qu'ils se rendent compte, ils sont en train de faire l'espèce d'expérience un peu désagréable que le gouvernement nous prend délibérément pour des imbéciles, et ça sur les masques, et ça sur toute une série de choses. On ne parlera même pas de l'Union européenne, machin. Mais on se rend compte que même Laurent Delahousse, et pour revenir à ce qu'on disait sur Olivier Gisberg, même Laurent Delahousse, allez jeter un coup d'œil hier soir à cette séquence sur la fin du JT où il interviewe le professeur Defrécy, et je vous assure que ça vaut le détour, parce que même moi j'étais stupéfait sur mon canapé des questions qu'il pouvait poser. Je pensais qu'il n'était pas capable de poser des questions comme ça sur un JT. Voilà. Et donc peut-être, pour en revenir à ça, faire le lien avec votre question, que ces gens-là, touchés personnellement, se rendent compte qu'on nous prend vraiment pour des gros imbéciles, et eux avec. Voilà. Sur le plateau de France Télévisions, justement, d'ailleurs, je crois que c'est nous le plus percutant par rapport aux autres journalistes femmes de France Télévisions. Oui. Je crois que c'est le seul journaliste homme, je crois, de par rapport à toutes les, par rapport à tout. Oui. Ça, ouais. En même temps, il n'est pas au niveau des proches, mais oui, effectivement. Mais... on va tourner au niveau des questions. On a une question. C'est Christophe Castaner. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le même Christophe que vous connaissez. Non, on peut y répondre, hein. On peut y répondre, pas de souci. Vas-y, Christophe, pas poser la question. Allô, Christophe? Il est parti. Alors, il y a un problème de micro. Alors, la question de Christophe, c'était selon vous, quelles peuvent être les conditions de la mise en place en France d'un journalisme réel objectif? Vous avez 4 heures, très bon sujet de film. Ouais. Comment on pourrait avoir un meilleur journalisme en France? Comment on pourrait améliorer notre classement au Reporters sans frontières, quoi? Alors, je vais vous dire une chose amusante. Les 3/4 des gens qui ont une émission à Sud Radio, donc le journaliste, et Nicolas qui vient régulièrement pour débattre. Nicolas pourra témoigner. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Oui, avec grand plaisir. Comme de passer chez Putsch, c'est avec. Pas de connivence médiatique, messieurs, merci. Non, mais moi, salaud, vous m'avez dit pas. Non, mais il y a un peu d'amitié entre francs-tireurs, excusez-nous, souffrez. Allez-y. Non, mais ce qu'il y a qui est intéressant, c'est que c'est assez amusant, c'est que quand on discute entre nous, on se dit, mais finalement, le meilleur moyen, finalement, c'est finalement un métier d'autodidacte. Et que finalement, quand on est autodidacte, peut-être que c'est pas mal parce qu'on n'a pas été formé. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec Philippe David. Voilà, Philippe comme moi, on n'a pas fait Sciences Po, on n'a pas fait les grandes écoles. Je crois ne pas me tromper quand je dis ça. Non. Et voilà, pas du tout. On est fait du même bois finalement, Philippe David.
Et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un moule Sciences Po, dans un moule préconçu, rond aux entournures, toujours en train de se contorsionner ci et là pour essayer de faire des plateaux, essayer de faire des trucs, des machins, et être dans les petits papiers de l'Élysée. Et c'est vrai qu'il y a une question, quand on est autodidacte, il faut bosser. Voilà, alors ça prend du temps de bosser, c'est parfois pénible, mais généralement, un journaliste qui bosse, potentiellement, il sera peut-être un peu plus pertinent qu'un mec qui se dort la pilule et qui nous raconte toujours les mêmes merdes. Voilà. On a une autre question. Dr. Al-West, est-ce que tu voulais répondre aussi à cette question-là? Non, mais moi j'ai un peu répondu tout à l'heure quand je parlais des chaînes qui réinformaient, justement. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils font du travail de journalisme et en fait, ils sont, vu qu'ils appartiennent pas à ce milieu, donc ils sont plus réalistes dans le traitement, ce qui n'est pas le cas de ceux des journalistes de la télé, parce que on va prendre le cas de France 2, France 2, enfin je dis France 2, le service public, c'est payé par la redevance. C'est des gens, en fait, en gros, ils sont payés par le peuple. Et ils sont pas au service du peuple. C'est un problème. Pour moi, hein, c'est un gros. C'est pour ça que je ne pas cette chaîne, quoi. Mais excusez-moi, écoutez France Inter, là, c'est tout ce qu'on imagine. Ah ouais, mais France Inter. En termes de pensée unique, d'entre-soi, de tout ce qui est l'absence de pondération. De pondération. Voilà. Mais là, c'est tellement caricatural qu'on se dit non, c'est pas possible. Bah si, c'est payé par nos impôts. Oui, mais voilà, c'est ça qui est grave en fait. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. D'ailleurs, je vais me rappeler certaines scènes. On peut rappeler notamment la scène de on dit le 2 poids 2 mesures entre l'interview de comment elle s'appelle Léa Salamé avec Carlos Ghosn et celui avec il semble l'autre qui était plutôt de gauche, mais comment il s'appelle? Non, Martinez. Le syndicaliste. Le patron de la CGT, oui. Exactement. Et il y en a un qui prenait cher et l'autre qui prenait pas cher, alors qu'il y avait, on va dire, à peu près niveau même combat, mais l'autre, elle s'est mis du côté capitaliste et libéral. Il s'est évadé de prison, l'autre. Mais l'interview de Carlos Ghosn, là, ça dépassait, imagine. Bientôt, elle était à lui dire vous êtes un héros des temps modernes. Vous êtes à quand l'adaptation au cinéma dépassait tout ce qu'on imaginait. Vous savez, il y avait un slogan à l'époque de France qui s'appelait « Écoutez la différence ». Là, c'est « Écoutez la déférence ». Oh, vous êtes taquin, Philippe David, vous êtes taquin. Non, mais en fait, moi, je pense que ce genre de journaliste, elle ne devrait pas être sur le service public. À la limite, dans le privé, sur TF1 ou Canal+, peut-être, mais ces gens-là, que ce soit elle ou Patrick Cohen ou d'autres, quoi, ils n'ont pas leur place dans le service public puisqu'ils ne font pas un travail honnête. Il y a aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont aussi subventionnés, ces médias. Enfin, il faut comme dire une chose, il y a les médias de presse subventionnés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nos impôts qui vont les financer, qui vont les aider. Donc eux, derrière, ils sont aussi financés et que nous, sans le vouloir. Il y a aussi le fait de payer, alors la manipulation de mettre de payer la taxe sur la redevance et qu'ensuite elle est aujourd'hui dans la taxe d'habitation. Après, je voudrais apporter un petit bémol aussi à ça pour en parler de service public. Vous savez que nous, on s'est beaucoup informé pendant les Gilets jaunes avec tout le réseau France Bleu. Et très sincèrement, il y a de très bons reportages qui sont faits sur les réseaux France Bleu, c'est le service public, on est d'accord. Et franchement, il y a quand même une différence importante entre le service public basé à Paris, hein, vous avez cité pas mal de stations, et le service public basé en région, dans les villes, qui nous ont amené de très bons interviews, de très bons papiers, de très bonnes informations qu'on n'avait pas eu autrement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il faut quand même se féliciter aussi qu'il y a toute une série de médias indépendants qui font quand même leur boulot, même si c'est difficile, qui font quand même bien leur boulot. Et ça nous permet d'avoir au moins des sources de pluralisme. Les gens peuvent s'informer et peuvent encore choisir aujourd'hui en France la source d'information qui leur convient le mieux. Voilà, je voulais simplement dire ça. Mais c'est là où il y a un problème. Quand on voit les chiffres de la subvention presse, je vous fais ça de tête, le Parisien, l'IB était à presque 6. Philippe David, ça a coupé votre micro. Allez-y, oui, je crois que c'est... Le Parisien. Le Parisien, c'était à 8 millions en France. Oui, ça a coupé. Allô. Philippe David. Oui. Ça coupe de temps en temps. On a toujours pas entendu le Parisien.
Là, vous m'entendez? Voilà, là c'est bon. Là. Allez-y, pour le Parisien. Oui, le Parisien, c'était 8 millions d'euros. Libé, c'était 6 millions. Le Figaro, pareil. Le Monde, c'est 5 millions. Mais quand vous avez l'État qui vous donne de l'argent pour vivre, et puis à ce que je sache, les propriétaires de ces journaux, que ce soit Bernard, que ce soit Dassault ou que ce soit Rothschild, désolé de le dire, ils ont pas. Oui, ils sont déjà millionnaires, mais en plus ils ont subvention de l'État. Et en plus, ils ont des subventions. Et en plus, c'est un peu comme les gens qui veulent pas travailler, mais qui sont quand même ils touchent quand même un petit peu des aides sociales quelque part. C'est ça. Non mais j'aime beaucoup. C'est pour ça que quand j'entends les réalistes néolibéraux, ils trouvent toutes les subventions scandaleuses, sauf celles à la presse. Alors, faudra m'expliquer pourquoi. Mais moi, j'allais dire, en fait, il y a une vidéo que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue, ça date de 2014. C'est un débat entre le journaliste du Monde, Piotr Smolar, et Olivier Berrouillet sur l'Ukraine. Et en fait, il faudra le regarder franchement. Alors là, si on montre ça à tous les journalistes, tous ceux qui sont à l'école, franchement, Olivier Berrouillet, qui est un blogueur, il met une claque. Ouais, l'écrit.fr, ouais. Il lui met une tarte, ouais, voilà, mais franchement, une tarte dans la tronche, c'est-à-dire que le mec n'est pas journaliste, il fait un travail de journaliste, c'est-à-dire qu'il informe vraiment les gens sur ce qui se passe en Ukraine, et en face de lui, il a un gars du Monde qui ment, qui déforme la réalité. Il faut la regarder, cette émission, elle est sur YouTube, et après ça, il ne faut plus jamais acheter Le Monde. Elle est quelle année la vidéo? 2014, c'est de mai 2014. Si tu tapes... J'en profite puisqu'on est le 19 avril, il y a 40 ans, c'était la chute de Phnom Penh aux mains des Khmers rouges et le monde tressait des couronnes de laurier aux Khmers rouges. On a vu ce qu'ils ont fait après. Donc c'est sûr que j'ai pas attendu l'époque de l'Ukraine pour pas penser beaucoup de bien du monde. On va continuer avec le niveau des questions. Nos invités, on a une question de Yewom. Vas-y, pose la question. Oui, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous des sondages? Comment ils sont réalisés? Quand? Et doivent-ils être faits, qu'importe la période? Je pense notamment aux sondages dans les périodes électorales. Ah, alors, qui répond? Vas-y, Philippe, tu veux, Alors, moi, je voudrais... On crache souvent sur les sondages, mais par exemple, on avait un sondage pour la dernière présidentielle dès le premier tour. Il faut que vous vous déplacez encore, Philippe. Alors, je vais me rebouger, je vais me rapprocher de la fenêtre, si vous permettez. Joue au ping-pong. Vous m'entendez mieux là ou pas? Oui, c'est vrai, très bien, vas-y. Ouais, c'est vrai. Alors, écoutez, je vais vers la fenêtre, ça ira mieux. On avait un rolling qui était fait par IFOP Fiducial pour Sud Radio, et je dois vous dire que je n'ai jamais vu un sondage aussi précis. Et c'est tombé, on a eu le dernier sondage, nous, samedi, et c'était bon à 0,1% près, mais pour tous les candidats, du premier au dernier, c'était d'une précision absolument chirurgicale. Vraiment chirurgicale. C'est pour ça que je ne tape pas sur les sondeurs, parce que en termes de sondage pour les élections, l'année dernière, j'ai vu que c'était vraiment hyper sérieux et hyper précis. Ouais, mais en fait, moi, je dirais par rapport au sondage, le problème, c'est comme disait Étienne Chou, c'est influencé par le temps de passage à la télé, c'est-à-dire que plus on passe une personne à la télé comme Macron en 2017, et forcément, plus il va faire un gros score. Et pareil pour Marine Le Pen, et pareil pour Mélenchon ou les autres. Et les petits candidats, vu qu'ils passent pas, ils font des scores de merde. Donc, c'est ce que veut dire Dr. West, c'est qu'il y avait comment dire, j'ai dit même c'est Asselineau, mais c'était il y a très longtemps. Il y a un test qui a été fait aux États-Unis, et comme quoi, plus on passait à la télévision, plus les sondages montaient. Donc en fait, c'est évident. Donc en fait, la personne, c'est que plus on plus vous faites de pub pour un produit à la télé, plus ils se vendent, c'est normal. Mais si vous avez un sondage de départ et que vous faites monter la personne en plus, je donne un exemple. Si vous prenez le sondage du CSA entre le 1er février et le 23 avril, au niveau des élections, Emmanuel Macron a 24% de temps d'antenne. Vous prenez celui de Fillon, il en a 28. Marine Le Pen, il en a 20. Et Mélenchon, il en a 18. Et vous retrouvez les mêmes... Et je vais même bien vous dire un truc. Asselineau, il a eu 0,92% de temps d'antenne. Quel a été son résultat? 0,92. Je veux dire, ils ont tous eu quasiment les mêmes résultats en fonction du temps d'antenne. Je veux dire, c'était pas le test, là c'était carrément aussi la chirurgie, mais alors, c'était même pas calculé.
Oui, mais là, Ouais. là où c'était plus grave, moi, je pense, c'est que Macron, il s'était jamais présenté à des élections. Donc, comment il avait pu bénéficier d'autant de temps? C'est ça le problème. Enfin, moi, je vais vous dire que je préfère quand même le résultat des élections à des sondages. Si vous reprenez les résultats des États-Unis, de Trump, du Brexit ou autres, on se rend compte quand même qu'il y a souvent des différences incroyables. D'ailleurs, même avec la propagande des médias qui nous disait que Trump passerait jamais ou que le Brexit ne se ferait jamais, mine de rien aujourd'hui, tout ça est bien arrivé. Donc moi, c'est vrai qu'il y a une avalanche de sondages, mais je suis pas persuadé que. Enfin, moi, j'y prête pas beaucoup d'attention pour être très clair avec vous. J'y préfère le terrain en tant que journaliste. Concrètement, on peut pas dire qu'on met un échantillonnage suffisamment grand pour avoir une idée de ce qui se passe en France, de ce que les gens ressentent. Mais je suis pas toujours convaincu par les sondages. Et puis, vous aurez remarqué aussi qu'il y a énormément de sondages qui sortent en permanence. Dernièrement, ça a été la grande théorie de est-ce que Emmanuel Macron remonte dans les sondages face à sa gestion de la crise du coronavirus. Et peut-être que certains éditorialistes, je l'ai même entendu dans la bouche, je sais plus qui a dit que Macron ressemblait à Clémenceau et Trachet de 14. Je suis pas persuadé que tout ça serve bien la cause démocratique qui nous anime et qui devrait encore nous animer de longs mois, et je l'espère. Non, ça c'est sûr et certain. Par contre, les sondages, pour revenir dessus, il y a quand même eu un sacré progrès parce que pour ceux, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme chantait Aznavour. Rappelez-vous, en 95, Balladur était gagnant largement. Il n'a pas passé le premier tour. Rappelez-vous, en 2002, le deuxième tour, c'était Jospin-Chirac ou Chirac-Jospin, et Jospin n'a pas atteint le second tour. Donc, les sondages se sont beaucoup plantés à l'époque. On l'a vu également avec Trump, on l'a vu avec le Brexit. Mais en France, faut être franc, c'est quand même devenu plus pointu. Ça, il faut quand même le reconnaître. D'ailleurs, c'est pour ça que Sarko a rejoint Balladur 15 et pas Chirac. Ouais. Ça, bonne question. Ah bah, c'était pour ça aussi. On a... je pose un temps d'autres questions sur lesquelles d'autres personnes. J'ai Oxo qui pose: est-ce que d'un point de vue légal, les enregistrements de l'INA ne devraient pas être accessibles gratuitement et massivement à tous les Français? Je pense que déjà, si, sur YouTube déjà. Et même sur leur site, non? Alors, le site de l'INA, il y a des passages gratuits et d'autres payants, mais j'en sais pas plus. Là, je peux pas répondre. Ah non, moi non plus, j'en sais pas plus, j'en sais rien. Là, je vous répondrai pas parce que je sais pas. Ah, bah, ouais, en fait. Ouais. Non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que le problème avec l'INA, justement, ceux qui ont payé la redevance pendant des années, en fait, si jamais un jour ils font une vidéo en prenant un extrait d'image d'archives, justement, et ben, leur vidéo, elle saute, même si on met 2 secondes, quoi. C'est-à-dire que l'INA, c'est des salauds, quelque part. Bah, on les a payés. Ah ouais, bah parce qu'ils vont dire question de droit, faut payer, c'est tout. Alors que les Français ont déjà payé pour le fait que ça se... tu demanderas à tous les youtubeurs, tous ceux qui ont utilisé des images de l'INA, ils ont... C'est-à-dire que même si leur vidéo elle a été postée depuis 5 ans et qu'ils n'avaient pas été pris jusqu'à présent, oui. à un moment, ça va tomber. C'est-à-dire que la vidéo va sauter. D'accord. S'ils ne payent pas les droits de l'image de l'INA. Voilà. D'accord. Ok. Bon, après, l'argent va aussi à l'État. Donc... Oui, mais quelque part, si les gens payent leurs redevances, on peut dire qu'ils les ont payées, les images. Il y a une question de Stan aussi, mais je voulais le mettre micro, mais bon, apparemment, il ne répond pas pour le faire intervenir. Les médias alternatifs de, entre guillemets, réinformation pourront-ils être économiquement viables sans la présence des grands médias qui restent fournisseurs majoritaires d'informations brutes en France? Très bonne question, parce qu'après, c'est le marché de la pub qui fait la différence. Comme ces médias ne sont pas subventionnés, contrairement aux journaux, ce qui pose déjà une vraie question d'équité, ce qui est une vraie question. Les radios ne sont pas subventionnées, par exemple, par le service public. Les télés ne sont pas subventionnées par le service public. Les journaux sont subventionnés. Alors, c'est sûr qu'après, il faut trouver un modèle économique. Mais là, par contre, Nicolas sera bien meilleur que moi pour répondre. Alors oui, effectivement, Philippe, on ne travaille pas dans les mêmes supports médias. Hein. Toi, Philippe, tu travailles sur la radio. Nous, on est sur un média avec une grosse partie abonnement, je ne vous le cache pas. Effectivement, la responsabilité revient tout entière au lecteur, pour répondre à votre auditeur. C'est-à-dire que c'est à l'auditeur à sélectionner une série de médias qui lui paraît intéressant. Et en fonction de son budget et de ses objectifs d'information ou de réinformation, chacun choisira le terme qui lui convient le mieux, faire la démarche de s'abonner à un média indépendant
indépendant, alternatif, le nôtre ou d'autres, on est nombreux sur le marché, et heureusement qu'on est nombreux, pour faire vivre ce média, parce qu'en fait, la réponse revient immédiatement au lecteur qui va faire le choix de s'abonner à un média, parce que notre modèle chez Putsch, c'est l'abonnement. C'est vraiment l'abonnement. Il n'y a que comme ça qu'on peut exister, parce qu'on fait très peu de publicité et pratiquement pas de brand content, pas du tout. Forcément, on se retrouve, si les gens ne s'abonnent pas, un média comme le nôtre, dans 3 mois, 6 mois, 8 mois ou un an, on fermera ses portes, c'est sûr et certain. Et après, on fermera les uns après les autres, et les gens se retrouveront avec les médias qu'on a déjà plusieurs fois cités dans cette émission. Donc, c'est à la prise de conscience, je n'appelle toujours à la prise de conscience des auditeurs, téléspectateurs, pour se rendre compte que s'il y a un média qui trouve grâce à leurs yeux, ils épousent la ligne éditoriale de ce média-là, libre à eux d'aller s'abonner et de soutenir un média. D'une part, pour le soutenir, c'est une chose, mais d'autre part, pour payer, pour avoir accès à l'information, parce qu'on sait que le coût de l'information a un coût. Voilà. Et la produire aussi. Voilà pour ma réponse très symptomatique. Ouais, mais pour rebondir dessus, justement, les gens, aujourd'hui, ils s'abonnent à Netflix, à Canal+, enfin, le groupe Canal. On doit avoir le choix des émissions, de ce qu'on a envie de regarder. Donc, le service public, à la limite, ça doit être une option. Ceux qui veulent payer pour France 2, France 3 et autres, eh ben, ils cochent une case, ouais, j'ai envie de les avoir. Et à ce moment-là, ils payent leur redevance. Ou sinon, les autres, ils la cochent pas et ils payent pas. C'est tout. Et à la limite, ils reçoivent pas ces chaînes, ni France Inter à la radio, ni. Enfin bref. Et comme ça, l'argent, on peut le donner à d'autres. C'est tout. Ah, ça me paraîtrait une redevance média plutôt qu'une redevance audiovisuelle, et on la donne aux médias qu'on veut. Ça, ce serait très bien. Ouais. Ah bah oui. Philippe, si on pouvait juste livrer les masques avant de penser à ça. On est entièrement d'accord que les masques sont une priorité bien plus importante. Tu vois, parce que je crois que Jean-Michel Blanquer est en train de finir des cours. En parlant de cette histoire de masques, on n'a toujours pas vu. Enfin, le gouvernement se dit que les gens vont exploser après le confinement. Ils ont commandé des millions de lacrymogènes, des grenades, des drones. Mais ils sont même pas dit. On va essayer de faire une émission pour que les Français parlent. Rien. Je veux dire, les Français ils parlent sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont même pas fait une émission pour se dire tiens, on va inviter des Français pour qu'ils viennent sur un plateau, sur un plateau. Je me permets, ils nous ont déjà imposé le grand débat. Je plaisante, bien entendu, oui. Et Nicolas, on aura peut-être un grand débat à nouveau après l'épidémie. C'est bien ce qu'on a dit, qu'il allait y avoir un grand truc qui allait se faire. Alors aujourd'hui, le grand débat, c'était génial. Tout dort dans les archives départementales. C'est-à-dire que ça finira au broyeur dans quelques années. Mais moi, je vais reprendre la thèse de Jérôme Sainte-Marie. D'ailleurs, je vous recommande de lire son bouquin, le bloc élitaire, les blocs contre blocs. Moi, je suis assez là aujourd'hui. Il y a une série française pour parler de cette sortie de crise rapidement. Il y a toute une partie des Français qui n'avaient pas souscrit aux Gilets jaunes, qui même parfois les regardaient avec beaucoup de condescendance. Suite à la crise sanitaire, je pense qu'il y a une série de gens qui vont sortir dans la rue. Il y a toute une série aussi de cadres et la politique et la crise économique qui va être terrible. D'ailleurs, je crois que Édouard Philippe, je suis en train de voir les fils Twitter, est en train de nous reparler de la crise économique qui va être brutale d'après ses mots, à vérifier parce que j'ai pas le discours sous les yeux. Mais je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on avait pensé comme classe moyenne supérieure, vous savez, tous ces gens qui finalement se sentaient protégés par la politique d'Emmanuel Macron, devraient, à mon sens, peut-être, à un moment donné, rejoindre aussi les mouvements sociaux, je vais dire même plus que mouvements sociaux, les blocs populaires. Et Jérôme Sainte-Marie part du principe, pour faire très vite sur la question, qu'il y a les blocs élitaires, le bloc qui se sent protégé et qui se sent en phase avec Emmanuel Macron, la politique d'Emmanuel Macron, et puis après, le bloc populaire. Le bloc populaire, ce sont les gilets jaunes, ce sont la France périphérique. Et finalement, vous avez ce bloc aspirationnel, je reprends les termes de Jérôme Sainte-Marie, le bloc aspirationnel qui fait pas partie du bloc élitaire, mais qui aspire à rejoindre finalement le bloc élitaire parce qu'il estime que ses convictions et ses intérêts, on parle bien d'intérêts, donc là on parle plus de nation, on parle d'intérêts financiers, d'intérêts économiques. À mon avis, ce bloc aspirationnel devrait, je pense qu'il risque de basculer vers le bloc populaire, et c'est pour ça que la sortie de crise, pour moi, devrait amener des conflits sociaux assez importants, et la crise des gilets jaunes pourrait avoir rien été à côté. Et ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, plusieurs articles de confrères, pour le coup, je cite du Figaro, notent que le gouvernement, à l'exécutif, notamment au château, à l'Élysée, ils sont assez inquiets par la situation à venir dans les prochains jours, prochaines semaines, à la sortie de la crise. Ça va être une boucherie après. Ça va être vraiment une boucherie. De Tar l'Ouest, vous aviez intervenir.
Oui, non, mais en fait, moi j'avais fait exactement le sujet, c'était sur sur le collapse, le fait que tout s'effondre, comment ça se passe si jamais on est amené à manquer de pétrole ou autre. Et j'avais parlé du DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs. Et j'avais fait intervenir une personne qui s'appelait Alexandre Boisson. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens quand même en France qui pensent à toutes les catastrophes qui peuvent arriver et qui essayent de faire en sorte que, en les ayant prévues, ils mettent en place des choses, quoi. Et c'est là où on se rend compte qu'en France, on n'a pas été capable de gérer ça. Pourtant, les risques, on l'a déjà abordé. Les risques d'une épidémie, c'était prévu depuis très longtemps. Si demain, admettons, je ne veux pas parler en espérant que ça arrive, mais on a 58 réacteurs nucléaires. Si demain, il y en a un qui pète et qu'on n'a pas de pastilles d'iode, ou comment on fait? Ah bah, Si bonne question. Mais on n'en avait déjà pas au moment de Tchernobyl. Hein. Oui, mais voilà, mais c'est pour ça que normalement, gouverner, c'est prévoir. Les masques, ça devait être normalement logique d'avoir des stocks. C'est ça. Mais si ça arrive, on restera confiné chez nous en mettant du papier. Voilà. Alors là, oui, on va rester longtemps. Vous avez des idées, hein, vous avez des idées. Non, mais c'est-à-dire que maintenant, en fait, moi, je pense que l'après-confinement, il faut plus le penser en essayant d'oublier les divergences qu'on peut avoir les uns les autres et plus en essayant de penser de manière commune. Avec le retour du travail à 42 semaines, oui, bien, et samedi, dimanche, bien sûr qu'on va l'oublier. On l'oubliera tout court. Avec le nombre de fois où on pourra même pas partir en vacances, avec la loi urgence coronavirus où on devra travailler. Oui, mais justement, mais c'est là où il va falloir battre. Quand on parlait du retour du mouvement des Gilets jaunes, il va falloir imposer des choses concrètes pour en fait un changement, mais un changement qui a un sens, quoi. C'est-à-dire que là, si on retourne à la même vie qu'on avait avant, ça voudra dire qu'on n'a tiré aucune leçon. C'est ça le problème. On va passer à une question de Zoltan qui dit comment pourrait-on réguler les médias pour éviter une propagande de masse massive et permettre une pluralité des opinions vraiment, comment on peut comment on pourrait faire vraiment pour qu'on ait plus. Alors, je pourrais répondre à cette question, c'est qu'on a déjà la charte de Munich, mais qui vraiment respecte la charte de Munich. Je veux dire, on a une dame qui était une journaliste de France Inter qui ne connaissait même pas. Mais vraiment, clairement, comment on peut faire pour éviter la propagande massive de médias Je crois qu'il y a une chose importante. Aux États-Unis, il y a une loi qui est intéressante. Elle interdit aux groupes de médias, aux processeurs de médias d'avoir des commandes publiques. D'accord ? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Dassault ne pourrait pas à la fois faire le Figaro et vendre des rafales à l'État. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une séparation entre les médias et les... Absolument. Et ça, je crois que c'est une très bonne chose et il faudrait s'en inspirer en France. Ce serait ce serait déjà une partie de la solution. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Philippe, là-dessus, mais moi, j'en reviens, cher. Ce qui fait la fondation de médias, ce sont les lecteurs. C'est aux lecteurs, c'est les lecteurs qui ont le levier. Donc, en fait, si les gens s'abonnent massivement à des médias indépendants, nous serons plus forts pour pouvoir faire plus d'informations. Parce que souvent, on nous dit, nous, par exemple, un exemple très simple. On nous demande quand est-ce que Putsch fait de l'investigation. Mes chers amis, l'investigation, il faut pouvoir financer l'investigation et il faut aussi pouvoir financer ce qui peut advenir d'une investigation, les procès, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aux lecteurs, c'est eux qui ont les leviers. S'ils s'abonnent massivement aux médias indépendants comme les nôtres, on sera beaucoup plus fort et ils pourront choisir parce que le pluralisme, c'est le choix. C'est la base, c'est le choix. Donc, c'est toujours pareil. C'est aux gens, c'est eux qui ont les manettes. C'est eux qui ont les manettes pour pouvoir s'abonner. C'est eux qui ont les manettes de l'émancipation. C'est eux qui ont les manettes du pluralisme des voix. Et pour répondre à votre auditeur, il faut que ces gens-là s'abonnent à des médias qui jugent intéressants. Voilà. Et je crois que après, on peut prendre bien sûr des lois. Philippe a raison là-dessus. Prendre des lois qui interdisent à des groupes industriels d'aller racheter des grands médias pour faire des espèces de pôles d'influence idéologique, parce qu'on parle de ça, de pôles d'influence idéologique, dans lesquels moi j'ai essayé de faire passer une ou deux fois des tribunes sur des sujets. On m'a dit non, tu comprends, c'est un peu touchy cette tribune, donc je le fais passer autre part ou chez moi, peu importe. Donc là, on voit bien qu'il y a des barrages selon les sujets qu'on aborde, et certains journalistes ne veulent pas les aborder, certains rédacteurs en chef ne veulent pas les aborder parce que ils pourraient
avoir un coup de téléphone mal intentionné derrière qui pourrait venir les tenser. Mais une nouvelle fois, lecteurs, abonnez-vous aux médias qui vous paraissent importants. Comme ça, vous ferez vivre le pluralisme des voix, tout simplement. Voilà ma réponse. Je souhaite bon courage à l'abonné de BFM. Ouais. Non, mais justement, par rapport à Putsch, je peux poser une petite question. En fait, comment vous faites la pub de Putsch aujourd'hui? Alors, c'est très simple. La pub de Putsch est en valeur. Nicolas Vida, ça coupe. Bon contenu. Ouais, ça a Alors, coupé, Nicolas ça. Vida, excusez-moi, mais votre micro a coupé, vous commencez à Oui. partir du début. Oui, vous m'entendez là? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. c'est bon. Ouais, alors je disais simplement, par rapport, comment on fait la pub de Putsch? Ben, la pub de Putsch, on l'a fait sur une valeur très simple. On l'a fait sur le contenu éditorial. On estime qu'on fait des articles à forte valeur ajoutée, qui informent. On invite des gens qu'on ne voit pas dans les médias mainstream, donc on informe. Donc après, cette valeur-là, on fait pas de la publicité bête et méchante. On estime qu'on propose un contenu de qualité au lecteur, et c'est au lecteur de s'abonner. Parce qu'il estimera lui aussi, de fait, que chez nous, il trouvera des gens qu'il ne trouvera pas ailleurs ou dans les grands médias mainstream. C'est comme ça qu'on fait la pub. La publicité, finalement, c'est pas la publicité, c'est la valeur ajoutée de contenu à fort potentiel. Fort potentiel, je veux dire, allez, un peu pompeux, fort potentiel démocratique. Mais ça, il n'y a que le lecteur qui peut en âme et conscience dire, oui, moi, j'estime que nous, on fait le job, on propose, et au lecteur à dire s'il estime que c'est valable, et il s'abonne. Voilà comment on fait la publicité aujourd'hui de Putsch, avec du contenu sur la ligne éditoriale. Non, c'est bien, c'est intéressant. Philippe David, Parce que- vous voulez réagir sur Non, mais c'est très bien. Je connaissais de Putsch, mais je suis très d'accord avec Nicolas. Si on est d'accord, il faut suivre son ou ses médias, bien évidemment. Mais en tout cas, on y revient. Moi, je serais vraiment pour qu'on paye sa redevance, non plus audiovisuelle, mais sa redevance média aux médias auxquels on a envie de donner son argent. Ouais. Tout à fait. Oui, parce que c'est vrai que pour Sud Radio, c'est pas la même, même Nous, modèle on a que 0 centime. Hein. Voilà, Le c'est pour problème, ça. après, On le ne problème, parle pas c'est de la presse web. Hein. Voilà. Bien sûr. Ça va de soi. Le problème après, c'est que les médias seront plus libres. Les médias, comment financer un média, comment un média peut-il recevoir si il se diffuse partout, etc. C'est-à-dire qu'il faudra mettre un système où les médias ne pourront il y aura une boîte à radio. La boîte à radio, il faut mettre sa carte dedans, et dans sa carte, c'est l'abonnement qu'on a comme un boîtier Canal+. Je veux dire, il faudrait il n'y ait plus de radio nulle part, la radio gratuite n'existe plus. Pour avoir sa radio, il faut avoir un abonnement avec une application où on se connecte, on a payé l'abonnement, donc on paye que ce qu'on a. Et les boîtiers radio, au lieu qu'ils soient gratuites, avec la fréquence, on met une carte comme un boîtier télévision, et ensuite on a les abonnements qu'on voit, qu'on entend par rapport à ce qu'on a payé. C'est un peu ça en fait. Je sais pas. Si on veut, oui. C'est comme pour ta box, pour ceux qui ont une box télé, quoi. Ça tue en fait l'histoire de la création de la radio libre, parce qu'en fait la radio payante, la radio elle est parce elle était par rapport à la radio libre, qui dans les années 80 s'est industrialisée par le fait qu'elle s'est ouverte par rapport à la Mitterrand, et qu'ensuite elle s'est développée, et il y a eu des investisseurs qui sont venus en disant que voilà, il y a notamment dans 74 quand Bouygues et à l'époque Lagardère se battaient pour avoir TF1. Donc, à partir de là, on peut dire qu'il y a eu vraiment une première. On s'est dit, tiens, c'est une grande chaîne, une grande entreprise de BTP achète TF1. On sait qu'il y a déjà une première guerre de l'info où une entreprise industrielle a une orientation, une direction vers l'industrialisation des médias, de la radio. Donc, déjà, on n'a plus ce rapport avec la radio libre comme on avait avant où les gens leur propre bande sonore et essayaient de se faire entendre. Ils disaient, c'est radio libre. Je vais vous faire une comparaison. Si vous aimez le football, vous allez comprendre. Je sais que Nicolas est fan de foot. Je sais pas. J'ai horreur du football, moi, Philippe David, tu le sais. Hein. C'est ça, oui. À l'époque, quand les Verts étaient finalistes de la Coupe d'Europe des clubs champions, je crois qu'ils étaient encore association loi de 1901 à but non lucratif. Aujourd'hui, un club qui veut espérer atteindre la finale de la Ligue des Champions, il faut avoir QSI. Oui, non, ils y arrivent. Ils n'ont pas dépassé l'écart pour le moment. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Il faut minimum 600 millions d'euros de budget. Donc on est très loin de l'association loi 1901. Mais quand je dis 600 millions, c'est vraiment le strict minimum. C'est l'évolution du monde. C'est l'évolution du monde. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est passé de l'artisanat, l'association loi 1901, la radio libre, etc., aujourd'hui à des groupes de médias qui sont énormes. Voilà. Ah oui, le budget de Dassault. Et on parlait sur le Drahi, bon, je ne vais pas faire de spéculation, mais bon, il y a des journaux que voilà, il paye pas ses impôts en France, qu'il est au Luxembourg, etc. Donc
plus de ça, il reçoit subvention média, mais en plus, il paye pas ses impôts en France. Donc, bon, je vais pas faire de spéculation, mais c'est ce qu'ils disent dans les médias. Sans vouloir faire de fausses informations, sans que sur quoi j'ai aucune base. Mais bon, on va avancer un petit peu plus au niveau des questions. J'ai une autre question de Pelote de Laine qui dit pensez-vous que la pluralité d'expression est plus que jamais une nécessité pour justement éviter les tensions sociales que personne ne veut? Ah ben clairement, bien sûr, parce que la pluralité d'expression, c'est le pluralisme des voix, c'est le pluralisme tout court, c'est le débat démocratique, et le débat démocratique, c'est quoi? C'est la démocratie. Donc à partir de là, on ne peut pas en permanence étouffer des voix discordantes parce qu'elles ne font pas partie du camp du bien, qu'elles sont excommuniées comme ça par toute une série de gens. Je vous le disais tout à l'heure, finalement, la France périphérique, quand on parle de pluralisme des voix, c'est que la France périphérique sa voix n'est plus portée dans les médias, donc forcément, elle est très anxieuse et très énervée contre ça. Donc le pluralisme des voix, c'est notre travail à nous, et notre travail à nous aussi, dans un média, c'est de ne pas prendre nos lecteurs, téléspectateurs et auditeurs pour des imbéciles. C'est le postulat de départ. Si vous estimez que vos téléspectateurs sont des imbéciles, ben vous allez dire, comme certains du service public bien connus, que bon, il faut pas diffuser des idées nauséabondes. Voilà. Mais à un moment donné, notre boulot, c'est de pouvoir faire parler plusieurs personnes, et chacun derrière son micro, son téléphone, sa télé, son ordinateur, et devant son journal, pourra se faire sa propre opinion et pourra réfléchir à lui-même. Mais si on coupe le sifflet de façon triviale à des voix discordantes, forcément que vous allez générer de la tension sociale, du discrédit de la parole publique, du discrédit de la parole journalistique, et ça ne passe que par là. Je crois au pluralisme des voix, mais je vous l'ai déjà dit, le pluralisme des voix, faire du pluralisme des voix aujourd'hui comme Sud Radio, comme Putsch ou d'autres, c'est un vrai engagement. Et qu'est-ce que vous prenez pas dans la figure? C'est absolument infâme. Un coup, on est à l'extrême droite, un coup, on est à l'extrême gauche. Si on reçoit lui, on est ça. Si on reçoit lui, on est ça. Voilà, c'est un vrai défi aujourd'hui. Et une nouvelle fois, je reviens sur mon idée. Je vais annoncer cette idée en permanence. C'est au lecteur d'être juge de paix, de s'abonner, de lire et d'investir dans les médias à leur niveau. Voilà, tout simplement. Et justement, comme disait Nicolas, ça c'est comme très important. Et comme Paul Pelote de Laine, c'est ça, posait la question. Le pluralisme, c'est évident que sans pluralisme, il n'y a pas de démocratie. Donc c'est quand même une réalité, parce que sinon ça s'appelle le parti unique ou la pensée unique, et il n'y a plus de démocratie. C'est d'ailleurs justement pour ça qu'il faut quand même se poser la question de savoir si dans un pays où la pensée unique est tellement monolithique sur les médias qu'on appelle, j'aime pas trop le mot, mais c'est un mot anglais, mainstream, si on est encore une démocratie. Je pense que c'est une vraie question, et personnellement, je me pose certaines questions. Mainstream pour diffuseurs principaux. C'est ça. Ouais, d'accord. J'allais dire, ouais, il y avait l'émission TADI ce soir ou jamais, justement, qui donnait la parole à peu près à tout le monde, C'est ça. et qui a été arrêté parce que ça dérangeait. Donc il a dû. Meilleure émission de débat depuis des décennies d'ailleurs. Oui, voilà, puis il a dû aller sur la chaîne RT parce que. Il a dû aller sur RT, voilà, chez nos confrères d'RT. Tout est. On peut dire un mot sur RT? On peut dire un mot sur RT? Oui, vas-y, mais alors. Vas-y, Philippe. Je me mets, je laisse signer Dr. West par rapport à ça, et après je vous laisse. Ah, non, mais c'est tout ce que je voulais dire, moi. C'est qu'en fait, Et Tadi a dit que, alors je suis jamais passé sur RT, hein, Tadi a dit qu'il avait une liberté d'expression totale sur RT. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ouais. Moi, je suis éditorialiste chez RT France depuis 2 ans. Oui. J'y vais très régulièrement. J'y vais avec beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que chez RT, on ne m'a jamais dit dans les loges avant de rentrer sur le plateau ce que je devais dire et pas dire. Voilà. Donc, je continue d'aller chez RT. Quand je suis allé chez RT, certains m'ont mis en garde. On m'a dit oui, tu ne devrais pas aller chez les Russes, nanana. Moi, la réalité, c'est que sur RT, je suis invité sur le JT. En tant qu'éditorialiste ou sur les émissions, la très bonne émission Politmag, d'ailleurs, qui est une très bonne émission. J'ai jamais eu la pression de personne. On n'est jamais venu me voir dans une arrière-cour pour me dire il faut que tu sois pro-ci, pro-mi. C'est pas vrai. En plus, je vais vous dire, j'ai des fortes origines polonaises, donc autant vous dire que vous comprendrez vous-même par rapport à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se poser la question de RT France. RT France, j'ai lu des choses vraiment ignobles sur eux. Mais la question, en fait, pour moi, que RT France, parce que la question, c'est quoi? RT France fait des audiences incroyables. RT France, c'est des audiences incroyables. Ah oui, surtout Cash avec. Ah oui, avec Delamarche, avec l'ancien responsable de DGSI, l'émission de Tadi dont nous venons de parler, par exemple. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils sont en train d'avoir de plus en plus d'invités. Il y a eu Raffarin récemment, il y a eu de plus en plus de gens qui vont chez RT, comme de par hasard. Mais la question, c'est pas RT. Quand moi j'entends certains politiques, notamment de la REM,
nous dire oui, vous comprenez, je ne ferai jamais affaire avec RT parce que c'est le pouvoir russe qui est derrière. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quelle est la raison quelles sont les raisons du succès de RT France? Quelles sont les raisons du succès de RT France? C'est les raisons de l'audience. C'est d'abord une audience qui monte en flèche. Et pourquoi les gens vont voir RT France? Pourquoi les gens se connectent sur RT France? Parce que les autres médias mainstream, les grands médias, les gens leur semble qu'ils ne font pas leur boulot correctement. Donc, ils vont chez RT France. Si les médias français faisaient leur boulot correctement, la plupart des journalistes faisaient leur boulot correctement, les grandes chaînes info, les RT France n'auraient aucune raison d'exister en France. Aucune raison. Et c'est le cas aussi de Sud Radio, qui monte énormément en audience. C'est parce qu'on est des médias aujourd'hui, avec des moyens tout à fait différents, mais on essaye d'avoir un pluralisme des voix. Donc oui, RT est financé par le pouvoir russe, bien entendu, on le sait tous. Hein, Mais France 2 est financé par le gouvernement français. Oui, Voilà. exactement. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que moi je défends RT là-dessus, parce que finalement l'idée c'est que moi je suis invité très régulièrement sur la chaîne et j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai aucun problème parce je peux dire ce que je veux et je débat avec des gens qui sont pas d'accord avec moi sur le plateau de Politmag. Ouais. Donc c'est royal, c'est super. En fait c'est super agréable. Les gens qui sont trop contre les RT France, c'est parce qu'ils ont été trop formatés par la culture américaine et qu'on a toujours montré dans les films, dans les médias, que c'est toujours les Russes les méchants et les Américains les gentils. Oui, mais moi je rentre pas dans ce débat-là parce qu'effectivement, vous avez raison, pas parce que c'est russe ou pas, mais ce que j'ai beaucoup je peux dire ce que je veux, c'est comme sur Sud, hein, c'est pas parce que Philippe est là et je le dirai. Juste une question. Sur Sud Radio, c'est pareil. Je vais chez Morio, je vais chez Valérie Expert et je débatte très librement avec des gens qui sont pas d'accord avec moi et c'est très bien comme ça et je me régale tout simplement. C'est ce qu'il y a d'amusant. Tu parlais des États-Unis, mon cher Nicolas, c'est que aux États-Unis, CNN, vous savez comment cette chaîne était surnommée? Laquelle? CNN. Oui, CNN. Oui, la chaîne Clinton. Non, c'était Clinton News Network. C'est ça. Ah ouais, parce que Si. moi, tu sais, ce qui est intéressant à voir, c'est les vidéos de Trump, dans les fans de Trump, et qu'ensuite Fox News les mettait pendant la pub, parce que des fois c'était pas mal. Ils mettaient les vidéos des journalistes de CNN qui étaient en PLS quand il y avait les résultats de Trump. Au fur et à mesure que ça avançait. Ouais, non, parce qu'il il y a une compilation de tous les gens qui disaient dans tel état à chaque fois Trump gagnait et les journalistes étaient en PLS, un peu comme des gens qui sur YouTube et mettaient les images sur TMC de l'émission de Yann Barthès. Ouais, c'est comme je vois, ouais. Quotidien. Voilà, quotidien, quand ils montraient les images du direct, quoi, les résultats, ouais. On a une question limite, ouais. On a une question de Stan. Une dernière question. Stan, tu peux mettre ton micro. Hop, ouais, je nous entends. Vas-y, Stan. Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Oui, on t'entend bien, vas-y. Pose ta question. Okay. Bonjour à tous. Alors moi ma question c'est pour résoudre l'endogamie médiatique, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des médias défendant chacun leur ligne éditoriale comme on l'a vu au début du XXe siècle avec l'Action française, l'Aurore ou bien déjà à cette époque-là Le Temps ou Le Gaulois. Ah ouais, voilà aussi. Merci Stan. Question amusante. Tout le monde sait aux États-Unis. Bon, les médias sont plutôt démocrates aux États-Unis, mais par exemple, tout le monde sait que Fox News est la chaîne du Parti républicain et même souvent de la racheté par Disney. Ah oui, ça je le savais pas. Merci de l'info. C'est pour ça qu'il passe les Simpsons et Simpsons appartenaient à Disney. Et donc, c'est sûr qu'aux États-Unis, si on est pro-démocrate, qu'on regarde une chaîne d'information, on regarde CNN. Si on est pro-républicain, on regarde Fox News. C'est aussi simple que ça. Oui, à la rigueur, pourquoi pas. Au moins, ça afficherait la couleur. Regardez ce qu'il y avait décrit pendant des années à la une de l'Humanité, organe central du Parti communiste français. Au moins, on n'était pas trompé sur la marchandise. Bon, apparemment, c'est pas Fox News, c'est Fox Cinema. Autant pour moi. Ah oui, voilà, c'est l'autre Fox, voilà, parce que Fox News, ça appartient à un milliardaire. Non, mais moi, merci à MRG de m'avoir renseigné. Non, j'allais dire, aujourd'hui, en fait, le débat politique, il a lieu chez Hanouna. C'est la hanounisation des esprits. Quand on voit Chiappa qui va faire des débats dans son émission Touche pas à mon poste, c'est pour dire le niveau, quoi. Ah, c'est sûr que ça change du général de Gaulle et de Michel Droit, c'est clair. Ah oui, ça c'est sûr et certain, oui. C'est un autre monde, c'est une autre époque.
J'ai retrouvé oui, le nom. d'accord. Hein. C'est Rupert Murdoch, Fox News. Ah oui, Rupert Murdoch, ouais. Oui, d'ailleurs, qui était investi dans le foot aussi. Ouais, Exact. effectivement. D'accord. Oui, parce que moi je reviens, oui, la question effectivement, mais moi je reviens toujours à mon idée. Hein. Moi je suis accroché comme me possédait un fou furieux à la barre du pluralisme. Voilà, donc j'estime, après moi en tant qu'éditorialiste, j'ai une opinion, bien entendu, que je défends sur des plateaux, que je défends ici et que je défends sur d'autres plateaux, même dans mes éditos. Mais après, j'essaye de recevoir toute une série de gens qui permettent moi aussi, le premier, en tant que le premier lecteur de mon média, de pouvoir m'affronter à des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, avec qui je partage pas mes mêmes convictions. Moi je crois au débat, très sincèrement. Je crois qu'au débat, même pour moi en tant que citoyen, de pouvoir peut-être ajuster sur certaines de mes idées, qui sont parfois un peu excessives comme tout le monde. Et je crois très sincèrement au pluralisme des voix, parce que je pense que c'est comme ça qu'on trouve l'émancipation et qu'on aiguise son esprit critique. Voilà, donc moi je suis cette ligne-là chez Putsch, et même personnellement. Voilà. Et moi, j'avais posé une question, justement. Et le fait que Zemmour, est-ce que vous trouvez que c'est normal ou justement qu'il ne devrait pas être aussi exposé médiatiquement? Bah, il a le droit de s'exprimer. Il a entièrement le droit. Ouais, vas-y. Ouais, il a entièrement le droit d'exprimer, et il faut voir les audiences qu'il fait. Ah oui, Oui, mais comment voilà. on explique les audiences qu'il fait? Comment on explique les audiences qu'il fait? Voilà. Parce qu'il intéresse les gens. Mais moi, ce que j'allais dire... Ouais. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, non, j'allais juste dire, et si par exemple Alain Soral, il avait son CNews, est-ce que ce serait pareil? Il aurait droit au même traitement. Je suis pas sûr qu'on puisse comparer Alain Soral à Zemmour. Alors là, le son coupe. Là, on a dû couper le son, docteur. On a coupé Docteur ouais, salaud. Non, mais ce que je veux dire, on m'a compris, c'est qu'en fait, est-ce que... Bah, Nicolas, Docteur West, mais son média, un Soral. Oui. Non, mais je citais Alain Soral comme j'aurais pu dire Kémy Séba ou n'importe qui d'autre, quoi. Bah, ils ont tous ça sur leurs médias, hein. Oui, mais ils n'ont pas de chaîne. Ce que je veux dire, c'est quand une personne, par exemple, on sait qu'elle fait le clash, parce qu'on est dans une société de spectacle, donc c'est le clash qui paye. On sait qu'en tenant les propos que parfois il peut tenir Éric Zemmour, il va choquer les gens, donc ça va attirer des spectateurs. C'est sur ça que surfe CNews. Et justement, est-ce qu'il faut des gens qui puissent... Enfin, est-ce que la télé, elle est faite pour qu'on ait que des personnes qui cherchent automatiquement le clash et pas justement l'apaisement? Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Hein. C'est pas que ça. En tout cas, si on devait enlever Éric Zemmour, je pense qu'il y a bien avant lui, à mon avis. J'ai pas entendu, ça a coupé quand Nicolas a parlé. Pardon. J'ai pas entendu quand Nicolas a parlé. Non, je disais simplement que par rapport à la question, qui est légitime, hein, pour le coup, question, mais je veux dire par là, c'est que si on devait se poser la question de la possibilité ou non qu'Éric Zemmour s'exprime dans les médias, je pense qu'il faudrait poser la question sur beaucoup de gens aujourd'hui. C'est clair, et je suis d'accord avec toi, Nicolas, je ne vois aucun rapport entre Zemmour et Soral. Alors là, mais oui, moi non plus. Rien à voir. Non, mais c'était pour savoir. Mais par contre, c'est vrai que, comme le disait Nicolas, s'il faut virer Zemmour, il y a beaucoup d'éditorialistes qui ne font preuve d'aucune objectivité à virer aussi dans ces cas-là. Bon, bah, je crois qu'on a bien débattu, messieurs, jusqu'à aujourd'hui. On a bien débattu aujourd'hui, on a répondu à pas mal de questions, on a fait le tour du pot. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour le débat pour aujourd'hui. Je vous remercie d'abord pour votre présence. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à tous les auditeurs qui ont écouté et à partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Rameau, à notre Discord pour poser des questions et participer à nos prochains débats. Petite surprise par rapport à notre chaîne YouTube, nous faisons les radios Rameau comme nos invités. Mais à partir de la semaine prochaine, à partir du 26 avril, accrochez-vous bien, nous allons faire un débat radio Rameau libre tous les dimanches soirs de 22h à minuit sur YouTube et vous retrouverez des youtubeurs de différentes orientations politiques avec les animateurs Chronos et moi-même pour débattre des sujets de la semaine et l'actualité de la semaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon dimanche. Et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. À bientôt.